Mediapart déteste Jean-Luc Mélenchon. C'est tout sauf le vieux. Ils préfèrent encore faire la campagne de Raphaël Glucksmann ou du Parti Socialiste. Ils sont en train de vous servir leur nouveau remède Olivier Faure. C'est ce qu'on dit beaucoup sur Internet en réalité. Bah là, on va lire un article de Mediapart, une interview de Mediapart, de Jean-Luc Mélenchon par Mediapart. Et regardez, déjà premier truc. Jean-Luc Mélenchon repartage lui-même son interview chez Mediapart. Regardez, la photo n'est pas à charge contre Jean-Luc Mélenchon. Il fait un petit sourire. Jean-Luc Mélenchon dit « Retrouvez mon entretien avec Mediapart en ligne dès maintenant ». Point d'exclamation. Jean-Luc Mélenchon ne chie pas sur Mediapart. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Et non, c'est normal, parce que Mediapart, c'est un journal, et ils font quand même plutôt des bonnes interviews quand ils font des interviews papier. C'est un sourire, ça? Trouve-moi une photo de Jean-Luc Mélenchon qui sourit. Vas-y, il n'y en a pas tant que ça. Un sourire, il a un petit sourire en coin, Oh là là. Oh là là. Lol, le premier commentaire? Désolé Jean-Luc, mais article payant. Je ne finance pas ce média qui nous crache dessus dès que possible. Voilà, c'est toujours un peu ce truc-là qui revient là. Qui nous crache dessus dès que possible. Et donc on va voir, on va vérifier, est-ce que Mediapart crache sur Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que l'interview est à charge? Sachant que, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de VOD. Abonnez-vous, n'est-ce pas? Il a raison, oui. On s'en bat les couilles. Franchement, on s'en bat les couilles. C'est ouf. Ils ont fait la même interview d'Olivier Faure il n'y a pas longtemps, la disaster class d'Olivier Faure dans Mediapart. Donc déjà, voilà, si vous voulez comparer un peu les questions, n'hésitez pas à aller regarder cette VOD-là, où je lisais l'interview d'Olivier Faure, et Olivier Faure passe pour un immense con dans l'interview. Et Mediapart lui déroule absolument pas le tapis rouge. Mediapart est plutôt en train de dire « Mais monsieur Faure, vous êtes totalement incohérent ». Mediapart lui met quand même plutôt son nez dans son caca. Quand on regarde les questions et l'interview les réponses d'Olivier Faure derrière, on se dit « Oh putain, Olivier Faure... puis la merde quoi. » Et Edoui Plenel, que vous détestez pour certains, Edoui Plenel a partagé l'interview d'Olivier Faure en disant « Ah, le PS, franchement là ça va pas du tout, ils foncent dans le mur, ils sont complètement cons ceux-là. » Voilà. Olivier Faure a aussi partagé l'interview de Mélenchon dans Mediapart, et il en a pas profité pour chier sur Mélenchon quoi. Oui, Edoui c'est à Plenel, c'est tout sauf Mélenchon. Moi je trouve que ce shitpost commence à tourner en rond. Voilà, et tout ce que je voulais dire en tout cas à travers cette petite intro où c'est que voilà, la France Insoumise eux-mêmes partagent cette interview. Et l'interview est très bien. Et apparemment, Onibaku notamment a lu l'interview et m'a dit franchement, l'interview, ils sont pas du tout en train de cracher sur LFI. L'interview est moins à charge que celle face à Olivier Faure. Pourquoi? Parce que dans la séquence, il n'y a rien à redire sur la France Insoumise. Et au contraire, le PS fait complètement de la merde, quoi. Donc c'est pour ça, on va vérifier tout ça. Est-ce que Mediapart veut se faire le vieux? Est-ce que c'est tout sauf Mélenchon et que c'est leur but est de descendre Jean-Luc Mélenchon à tout prix? Ou est-ce que c'est un journal quand même plutôt sérieux qu'on fait une bonne interview de Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon avait des bonnes réponses à leurs bonnes questions? C'est ce qu'on va pouvoir vérifier aujourd'hui ensemble. Voilà. Vu le paysage médiatique à faire, on n'a pas le luxe de boycotter Mediapart, je pense. Je le pense aussi, et pourtant, c'est pas le cas de tout le monde sur l'internet de gauche. Voilà. Voilà. Quand je dis ça, je pense à tout plein de gens. Hein. Je pense même à la du Team, par exemple. La du Team, ils ont fait une vidéo où ils lisent l'article d'Olivier Faure. Le nom de la vidéo, c'était Edoui Plenel veut nous vendre le PS. La miniature, c'était Edoui Plenel en mode genre ouh, Olivier Faure, je vais vous faire je vais faire voter Olivier Faure. C'est totalement con de faire une miniature comme ça n'a aucun putain de sens. Ils ont lu l'article n'était absolument pas un tapis rouge déroulé à Olivier Faure. Donc je suis en train de me dire oh, le clickbait ça va 5 minutes, mais est-ce qu'on peut essayer de juste être normaux 5 minutes au lieu de fonctionner uniquement par shitpost interposé? Moi ça commence à me péter les couilles ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant de lire l'article, mais normalement, oh là là, vous fatiguez, la vie de ma mère vous fatiguez quoi. Voilà, est-ce qu'on peut être normaux 5 minutes? Vous voulez pas nous vendre De Villepin ou Macron? Il veut vendre De Villepin, il veut vendre Macron, il veut vendre Olivier Faure, il veut vendre tout le monde sauf Jean-Luc Mélenchon. En vérité, c'est un journal, voilà. Parfois, il critique Jean-Luc Mélenchon, parfois, il critique le PS. Arrêtez, stop avec ça, avoir des agendas cachés derrière chaque titre de presse. Ça commence à me fatiguer la gueule. Voilà. Ribot, journaliste corporatiste, ça y est. Oui, mais normalement, le discours sur les journalistes dans certaines sphères de gauche, c'est tellement au ras du sol, complètement éclaté du cul, que normalement, moi, je veux bien aussi dire le contraire, quoi. Voilà. C'est bon. Ça va 5 minutes. Bon bref, en tout cas on va lire l'article et on va voir justement si Mélenchon a envie de se faire Mediapart car c'est leur rôle, tout sauf Jean-Luc Mélenchon. On va voir, vous ferez votre propre idée. Voilà, petit indice, quasiment tout LFI a partagé l'interview en disant allez à l'interview, elle est banger. Voilà, c'est tout. Donc Jean-Luc Mélenchon, nous ne sommes plus sur la défensive, ce pays est à nous tous. Budget, relations avec le Parti Socialiste, dégagisme qui frappe toute autorité, hégémonie des thèmes de l'extrême droite dans le bloc bourgeois. Pour Mediapart, le fondateur de la France Insoumise analyse la décomposition politique du pays et on appelle à une présidentielle
anticipée. Donc ça a parlé de relations avec le Parti Socialiste, de dégagisme qui frappe toute autorité, d'hégémonie des thèmes de l'extrême droite et dans le bloc bourgeois. Donc pour l'instant, ça a l'air déjà un peu intéressant. Hein. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas chez Apolline de Malherbe sur la matinale de RMC. Ça a quand même l'air d'être légèrement mieux. Je sais pas. À force de critiques médiatiques pas maîtrisées, on va devenir comme les droitards complotistes. Bah, quand c'est maîtrisé, c'est ultra important la critique médiatique. Mais je trouve qu'il y en a certains créateurs de contenu qui forcent là-dessus parce qu'en vérité, ça fait cliquer. C'est aussi simple que ça. Ça fait cliquer sur les miniatures. Point. Merci. Oh, trop bien. Attends, c'est les restes de paella qu'on n'a jamais mangé qui étaient au congélo depuis 1000 ans. Ok, trop bien. Bon, alors je vais manger un petit peu en même temps. Hein. Je suis désolé, je vais pas lire la bouche pleine. Je vais essayer d'éviter au maximum. En vérité, j'essaierai de manger plutôt après l'article, même si c'est un peu froid. En tout cas, c'est parti. Mais quid de l'immigration et de la sécurité? Ouais, on aurait plus dû parler de est-ce qu'on condamne le Hamas aussi, ouais. Un peu le complot-plose, là, ça fait cliquer. Mais je suis streamer et je mets mes VOD sur YouTube et je gagne ma vie comme ça. Faites-moi confiance, je sais un peu ce qui fait cliquer ou ce qui fait pas cliquer. Mettre Mélenchon sur la miniature, direct, ça génère du clic. Non, bah, je pense que je m'y connais mieux en boutiquerie que vous, les amis. Hein. Faites-moi confiance un peu, 5 minutes. Allez. Quand nous le rencontrons jeudi 30 octobre au siège de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon accuse le coup. Pour la première fois de son histoire, le parti de Marine Le Pen a fait adopter le matin même un de ses textes à l'Assemblée nationale avec les voix de la droite traditionnelle. Une proposition de résolution pour dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie. Je m'étouffe avec un grain de riz. Malgré la conjoncture, n'empêche que Edoui il est relou. Après, Edoui c'est pas Mediapart. Oui, déjà, enfin bref, on en reparlera après à la limite. Je sais plus où j'en étais. Malgré la conjoncture, la bascule du débat public vers l'extrême droite et la fracturation de la gauche, le triple candidat à la présidentielle croit toutefois en la possibilité d'une refondation politique. Pour mettre fin au chaos Macron, il plaide toujours pour une présidentielle anticipée. C'est une course de vitesse pour nous face au Rassemblement national, mais je suis optimiste. Face au moment qu'il définit comme dégagiste, le leader de la France Insoumise estime que les Insoumis ont, je cite, gagné la confiance populaire en maintenant leur stratégie malgré les attaques. C'est vrai. Lui entend laisser aux autres les intrigues politiciennes pour développer son concept de Nouvelle France. Une façon de dire, nous ne sommes plus sur la défensive, ce pays est à nous tous, détaille-t-il. Donc il va pouvoir parler du fond apparemment, et ça fait du bien. Question de Mediapart. Donc alors, c'est plusieurs personnes qui ont fait l'interview, je sais pas exactement qui était, mais en gros c'est Sarah Benaïda, Mathieu Dejean et Hélène Salvi. Hélène Salvi qui est, je sais plus quel rôle elle a dans Mediapart, mais limite elle est rédac chef adjoint ou un truc comme ça, je crois qu'elle est assez haut placée dans Mediapart. Voilà. Je sais plus exactement. Elle est cool Hélène Salvi. Quand il y a des éditos, ils appellent ça des partis pris Mediapart, quand il y a des éditos, souvent c'est Hélène Salvi, elle aime bien dire les termes assez régulièrement. Moi j'aime bien Hélène Salvi. Bref, allez, question de Mediapart. Quelle lecture faites-vous du vote de la résolution du Rassemblement national dénonçant l'accord France-Algérie de 1968 grâce à ses alliés actifs de droite et tacites du centre? Donc rappelle que le groupe Horizon a voté la loi avec le RN et le centre s'est abstenu pour beaucoup, en tout cas était très peu présente pour le vote. Et du coup, si le Renaissance, si le groupe de Gabriel Attal avait juste voté contre, ce truc ne serait pas passé. Donc il y a eu des actifs alliés de droite et tacites du centre, c'est pour ça que c'est dit comme ça. Et Jean-Luc Mélenchon de répondre. Ces auteurs m'inspirent un profond dégoût. Pour la France, le lien avec le Maghreb est un lien familial et culturel. La guerre sans fin avec l'Algérie est aussi une déchirure de notre peuple. Quelle tristesse! Le racisme que tout cela contient, c'est avant tout une stratégie organisée pour diviser notre peuple. Il s'agit d'empêcher une majorité sociologique de devenir une majorité politique en essentialisant sa diversité. Empêcher une majorité sociologique de devenir une majorité politique en essentialisant sa diversité. Ok. Le vote montre combien la droite traditionnelle est assujettie au Rassemblement national. Tout à fait. Je dirais même qu'ils sont clébardisés par le RN. La droite traditionnelle est clébardisée par le RN. Ils sont obligés d'être les idiots utiles du Rassemblement national et votent les mêmes lois qu'eux, quoi. C'est vrai. C'est devenu un groupuscule, idéologiquement tétanisé, incapable de proposer à notre pays un nouveau projet tiré de son travail. Elle s'est donc vouée à épouser les thèmes du Rassemblement national, dont le récit est désormais hégémonique dans le bloc bourgeois. La droite traditionnelle espère sauver comme ça les débris de ses appareils politiques. Mais comme le bloc libéral s'effondre, le RN a les mains libres. Son objectif n'est pas d'unir les droites, mais de les absorber. Tout à fait. Vous savez ce que je vais faire? Je crois que vous savez deviner ce que j'allais faire. On y revient. C'est un coup de reviens-y, tout ça. Effectivement, là, les FAF, ils sont ultra forts. Ils veulent absorber tout ce petit bloc-là, en étant hégémoniques sur ces thèmes.
les FAF, l'extrême droite, veut clébardiser la droite dite républicaine. Et avec l'effondrement du macronisme, ils espèrent qu'ils vont bien récupérer ce petit bloc de droite et qu'à la fin, ce petit bloc de droite, là, ils vont complètement les phagocyter, qu'ils vont complètement les clébardiser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben nous, en gros, faut faire un peu la même chose à gauche. Il faut que la LFI réussisse à imposer tellement ses thèmes avec une vraie ligne de rupture qu'à un moment donné, les nulos à notre côté finissent par être nos idiots utiles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et finir peut-être même par les phagocyter. En gros, c'est ce que fait le RN. Le RN a des partis qui sont quasiment maintenant des partis satellites qui leur courent après parce que c'est eux qui soufflent le vent dans la droite. Et bien, LFI a un peu une position qui pourrait être presque analogue à gauche. Non? Vous pensez pas? En tout cas, c'est une stratégie qui est gagnante pour le RN, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font le RN pour faire ça? C'est assez simple. Merci beaucoup Tous Comprend, il y a beaucoup de raids aujourd'hui, c'est exceptionnel. Oh, le son est trop fort. Merci beaucoup Tous Comprend pour le raid. Let's go. Je sais plus ce que je disais. Oui. Comment ils font le RN pour phagocyter un petit peu toute cette droite-là et pour se rendre hégémonique, comme dit Jean-Luc Mélenchon? Bah en fait, c'est les plus racistes depuis le début, et là-dessus, ils sont carrés. Ils sont en mode anti-immigration, sécuritaire, raciste. Ils sont bien identifiés là-dessus, et leur thème, anti-immigration, raciste et sécuritaire, tout le monde court après maintenant. Et bah LFI, c'est la même chose qu'ils ont à faire. Ils sont juste à rester droit dans leurs bottes, carrés, avec un vrai projet de gauche bien carré. À un moment donné, tout le monde va courir après LFI qui souffle le vent dans la gauche française, quoi. Voilà, moi, c'est un peu mon analyse. Bref. Merci beaucoup, en tout cas, pour le raid. Comment lutter contre ce mouvement? Comment lutter contre ce mouvement de la droite qui court après l'extrême droite finalement? En étant plus puissant qu'eux, donc en menant la bataille, en ne reculant jamais, en essayant sans arrêt d'impliquer le plus grand nombre par l'éducation populaire. Les Insoumis ne sont pas une avant-garde révolutionnaire, mais un mouvement d'éducation populaire politique. Alors là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il faut éduquer tout le temps par l'exemple, le discours, la lutte. Être englobant, insoumis, positif. Je vois ce qu'il veut dire, mais moi justement, il y a un truc que je reproche un peu aux Insoumis, dans leur mode d'organisation. Leur mode d'organisation, où c'est un mouvement plus qu'un parti, un mouvement un petit peu gazeux, où c'est en mode genre voilà, que tout le monde vienne s'agréger autour de nous, la société civile, les militants de gauche normaux, quoi. C'est assez peu structuré, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui permet de brasser large dans les soutiens, et ce qui permet d'avoir une certaine efficacité, parce qu'en plus, bah, du coup, c'est pas un comité central, mais un groupe assez restreint qui décide de la ligne, et après, c'est tous ceux qui veulent et qui se reconnaissent dans le projet peuvent se greffer autour. C'est un petit peu ça la manière de procéder de la France insoumise, ce qui permet d'avoir un cap clair et d'avoir beaucoup de gens autour d'eux. Mais du coup, le prix à payer pour cette efficacité, qui porte ses fruits, c'est, je trouve, parfois, ça manque justement un peu de formation chez les militants. Il y a assez peu de formation à LFI. Si tu veux rejoindre LFI, tu rejoins un groupe d'action sur l'appli Action Populaire, tu rejoins tes camarades. Alors après, il y a de la formation parce que tu discutes, tu échanges avec des militants, mais en termes de formation des militants, c'est assez light en réalité la France insoumise, parce que dans leur mode d'organisation, ça passe par là. En gros, tu payes parfois le manque d'organisation et de structuration de certains militants qui rejoignent le LFI, et tu payes ça pour à côté avoir une efficacité accrue et pour pouvoir vraiment avoir plein de gens autour de toi qui viennent s'agréger avec leurs différentes sensibilités par ailleurs. Voilà. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ce mode d'organisation. Je trouve justement que dans les inconvénients à ce mode d'organisation, c'est parfois la formation. Donc parler de mouvement d'éducation populaire politique pour parler de la France insoumise, je trouve que c'est un peu foireux. Moi, personnellement, justement, je trouve que l'éducation populaire politique, c'est pas eux qui le font, quoi. C'est pas eux qui le font directement, en réalité. Je suis pas d'accord. Moi, c'est mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord. Après, dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les manières de faire. Moi, je trouve qu'en termes de formation politique, voilà. Ils ont ouvert une école, je te rappelle, l'Institut de la Boétie, c'est pas la majeure partie des militants qui rejoignent des groupes d'action via Action Populaire ne sont pas l'Institut de la Boétie. L'Institut de la Boétie, c'est plus pour former leurs futurs cadres. C'est pas pour former le tout venant. C'est pas comme un parti classique où tu rejoins un parti, tu prends ta carte, t'as des formations directes. C'est parmi les premiers trucs. C'est pas exactement comme ça. Enfin, les groupes d'action populaire, c'est TIVA, c'est des gens qui sont auto-organisés. Et je dis pas, c'est efficace, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais c'est juste, on peut voir les avantages et les inconvénients d'un fonctionnement. Là, l'avantage, c'est que ça fonctionne et ça fait que le parti marche bien, marche très bien et emporte plein de gens avec lui. Mais le premier truc que tu fais quand tu rejoins un groupe d'action, c'est pas avoir une formation. C'est de l'auto-organisation, vous voyez ce que je veux dire? Mais après, tranquille. C'est pas forcément grave. C'est juste qu'il y a plusieurs manières de s'organiser dans un mouvement ou dans un parti. Moi, je trouve que c'est pas le point fort de LFI, la formation politique. C'est pas grave. Juste, c'est pas leur point fort. Moi, je viens quasiment de lutte ouvrière. Lutte ouvrière, c'est que de la formation politique. C'est en mode, tu veux rejoindre livre lutte ouvrière? Ok. Tu vas devoir parler pendant 1 an avec un militant de lutte ouvrière, lire des bouquins, échanger et te former au marxisme avant d'éventuellement pouvoir nous rejoindre, etc., etc. Tu compares à Hello ou NPA, bah, on peut prendre une comparaison. Alors après, c'est très différent. C'est pas les mêmes partis. Ils ont pas vocation à faire la même chose. Mais je veux dire, chez la FI, pour moi, leur point fort dans leur organisation, c'est pas la formation politique de leurs militants.
Mais justement, pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'il y a tout un tas de gens dans la gauche française qui en fait font cette éducation populaire et se greffent de toute manière autour de LFI. Donc ils sont en mode, on a même limite, on n'a même pas besoin de faire de la formation nous-mêmes, parce qu'il y a tout un tas de gens prêts à faire de l'éduc pop qui sont déjà agrégés autour de la France insoumise. C'est un peu ce qu'ils se disent. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être pour moi encore plus assumer ce côté-là, quoi. Encore plus assumer tisser des liens avec des gens qui ont vocation à faire de l'éduc pop et peut-être les intégrer encore mieux à l'écosystème LFI, quoi. Voilà. Bah oui, mais hello, vous n'êtes pas autant. Mais oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de mouvement. Et ce fameux mouvement gazeux LFI, je trouve que pour la formation des militants, c'est pas le plus efficace. Mais il y a d'autres efficacités. Comme avoir un cap clair et avoir tout un tas de gens avec leurs différentes sensibilités politiques qui s'agrègent autour de ce truc, dans une forme d'union populaire finalement. Au prix de, en termes de formation des militants, c'est pas forcément fou. Mais c'est pas grave. Voilà. Tu peux pas tout avoir dans la vie, quoi. Voilà. Heureusement qu'il y a des streamers formés et compétents pour faire de l'éducation populaire. Bah ouais, c'est un peu ça qu'il faudrait. Alors après, est-ce que tous les streamers sont vraiment dans l'éduc pop ? Bon, il y en a, ils connaissent un peu que dalle, hein. Bon, bref, peu importe. Non, la Boétie a quand même une place importante. Ouais, elle a une place importante, mais elle a une place importante plus pour les personnes qui sont vouées à devenir des cadres de LFI par la suite, quoi. Voilà. Sur le random qui est pas sur Paris, qui a rejoint son groupe d'action populaire, en gros, tu peux commander des affiches, commander des tracts, et après, c'est organise-toi comme tu veux. Et s'il y a des gens dans les groupes d'action qui prennent le rôle de faire de l'éducation populaire, qui fait de la formation, il peut y en avoir. Moi, j'avais rejoint un groupe d'action pas très loin de chez moi, dans le 78, et ben il y a un mec qui avait décidé au sein de ce groupe d'action, justement, de faire des moments de formation, parce que le gars était archi calé en politique, quoi. C'est limite un mec qui avait fait Sciences Po, etc. Et du coup, il proposait des moments de formation, mais c'était sa propre initiative. Vous voyez ? Ribo, franchement, tu dis n'importe quoi, arrête MDR. Bon, bah ok, d'accord, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Si vous trouvez que LFI, leur point fort, c'est former leurs militants, je trouve que c'est faux, mais c'est parce qu'il y a d'autres avantages. N'attendez pas les consignes. Voilà, c'est un peu ça souvent la ligne LFI, c'est n'attendez pas les consignes, venez comme vous êtes, faites vos propres initiatives. Voilà. Ribo, tu parles des streams STP, mais pourquoi ? J'ai dit quoi ? Il y en a qui sont vexés par ce que je viens de dire, quoi. Après, je dis pas que les militants n'ont aucune formation et qu'ils sont tous cons, mais les militants qui se sont formés à LFI, généralement, c'est pas au sein de LFI qu'ils ont eu une formation politique. Ils viennent s'agréger. C'est un peu ça. Non ? Je sais pas, hein. Après, on s'en fiche, c'est pas grave. Bref. Allez. Jeudi, à l'Assemblée, toute la gauche a été qualifiée de parti de l'étranger, parti de l'Algérie. D'ordinaire, c'est LFI qui a droit à ce genre de qualificatif. Comment réagissez-vous ? Question intéressante. Attends, de quoi ? Attends, mais comparé à LO ou NPA ou même la LCR avant, je suis assez certain que l'Institut de la Boétie a formé plus de monde en 3-4 ans d'existence que les partis trotskistes depuis 20 ans. Je sais pas, disons que il y a combien, dans les cadres de LFI, il y a combien d'anciens trotskistes ? Juste pour savoir. LFI, c'est quoi ça ? Mélenchon, c'est quoi sa formation politique ? C'est la Ligue communiste révolutionnaire. Donc même encore là, chez les cadres de LFI, on a plein qui sont formés dans les partis trotskistes. On peut même dire que les partis trotskistes servent aussi à faire la formation de politique de gens qui ne vont pas être trotskistes par la suite, hein. Il y a beaucoup ça, hein. L'Institut de la Boétie, je sais pas, hein. Pas sûr, hein. Pas sûr. Bah, regardez comment c'était le PSF à l'ancienne, hein. Tu rejoignais le PCF à l'ancienne, t'avais de la formation politique directe. On disait, bah, lis le bouquin, machin, forme-toi là-dessus, quoi. Voilà. Bref. Après, tranquille, hein. On peut débattre de tout ça, mais moi, c'est mon avis. Je trouve que s'il y a... Il y a des manières de s'organiser, il y a des avantages à LFI, la manière dont ils s'organisent en mouvement gazeux, etc., etc. Il y a des désavantages. Voilà. Et je trouve que parmi les désavantages, il y a... Non, il n'était pas LCR, il était Lambertisme, peu importe. Parmi les désavantages, je trouve qu'en termes de formation pure des militants, c'est pas forcément le mode d'organisation qui s'y prête le plus. De toute façon, quelque part, on peut se dire, on s'en bat les couilles, les gens se forment tout seuls maintenant. Ils vont voir des vidéos sur Internet, ils font des trucs. C'est peut-être pas au parti politique de former les sympathisants et les militants. On peut très bien aussi se dire ça, hein. Mais si c'est ça, à ce moment-là, peut-être officialisons ce truc-là. Voilà. Bref. Et en plus, oui, l'extrême gauche, NPA, LCR, Lutte ouvrière et tout, ils ont formé énormément de gens et pas que des trotskistes, quoi. Bref, voilà. Après, c'est mon avis, hein. Vous pouvez pas être d'accord, mais c'est mon avis là-dessus. Jeudi, à l'Assemblée, alors oui, on avait dit. Donc jeudi à l'Assemblée, toute la gauche a été qualifiée de parti de l'étranger et de parti de l'Algérie. Donc c'est vraiment en mode de la prose d'extrême droite à l'ancienne, ultra problématique, on va dire. Comment réagissez-vous que ça soit toute la gauche qui était englobée par ces insultes de l'extrême droite, monsieur Mélenchon ? J'ai du mal à en parler, répond Méluche. Parce que je ne veux pas donner prise à l'idée de régler des comptes personnels. Mais c'est odieux. On l'a déjà vu au moment des révoltes urbaines. Donc les révoltes urbaines, j'imagine qu'ils parlent de tout le mouvement et toute la révolte qu'il y a eu après le meurtre de Naël. On m'a reproché à grands cris de ne pas appeler au calme. Les insoumis appelaient à la justice.
Sinon, le calme dans l'injustice. Pour beaucoup, la parole des insoumis a une autorité morale. Donc elle est attendue par des milliers de jeunes esprits. Ça, c'est vrai. À eux et aux autres, LFI montre la sortie par le haut de la situation de violence. La justice et l'abrogation de la loi permis de tuer. On refuse le rôle de chien de garde de la bonne société qui a peur du peuple. Oui. La gauche politicienne ne se rend même pas compte de la responsabilité qu'elle a prise en aidant la droite et ses médias à nous ostraciser. Droite et extrême droite avaient intérêt à déplacer la ligne de démarcation républicaine entre la gauche traditionnelle et nous, les insoumis. C'est ce qu'ils ont un peu essayé de faire tout du long, en mode genre, vous avez pas honte, vous alliez avec LFI, vous êtes allié avec LFI, vous pouvez pas être allié avec LFI. Nous, la gauche, quand elle n'est pas LFI, nous dérange pas, mais à partir du moment où vous bossez avec LFI, vous êtes un peu des factieux. C'est vrai que ça a été la strate de à peu près tout le monde pour tenter de briser un peu le NFP et ce genre de choses, quoi. Voilà. Attends, de quoi? Un camarade de mon groupe d'action a été accepté au cursus de la Boétie. Il a galéré pour y arriver. Ah bon? Ah bon? Bref. Euh, Droite et extrême droite avaient intérêt voilà, à déplacer la ligne de démarcation républicaine entre la gauche traditionnelle et nous. Effectivement, tout à fait. Les insoumis, pour pouvoir faire sa jonction avec le RN. Tout est devenu plus difficile. Non seulement nous devons porter le programme pour convaincre les gens, mais aussi réparer la démoralisation due aux tactiques honteuses de nos ex-partenaires et à leur dénigrement. Donc quand il dit ça, il parle du Parti Socialiste, vraisemblablement. Pour gagner ceux qui ne votaient plus, il faut mériter la confiance populaire au contact du terrain. Nous faisons largement notre part. Les autres passent leur temps à des intrigues politiciennes. Ils ne respectent ni le programme signé, ni les accords électoraux. Et voici Carole Delga. Donc c'est la présidente socialiste du Conseil régional d'Occitanie. C'est vraiment un peu... On attend parler d'aile droite, d'aile gauche pour le PS. Ils ont tous fusionné, on comprend plus rien. Mais de base, Carole Delga, ça faisait partie des personnes au PS qui, dès 2022, au moment de la NUPES, pas du NFP, a dit non, je m'allie pas, la NUPES, ça dégage, quoi. Voilà. Donc et voici Carole Delga dans une partielle, une législative partielle, refusant même le vote de deuxième tour à gauche si c'est LFI. Que faut-il faire pour leur plaire? Déchirer le programme? Dire que la police ne tue pas? Proposer des coupes budgétaires comme eux? Et des combines avec Macron? C'est une dinguerie ça quand même, il a bien raison. Mais le PS c'est ciao en vrai, là c'est bon. Le PS s'est écarté du reste de la gauche, ça dégage, maintenant la ligne c'est le NFP sans le PS, avec nos petits partis satellites, et let's go. Je pense que c'est à peu près là-dessus qu'est Mélenchon. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel point Mélenchon tape ou pas sur les PCF et sur les écolos. Mais j'ai l'impression quand même qu'au sein de LFI, il y a la strate de se dire on reste unioniste, mais le PS, vous pouvez plus être avec nous, vous dégagez. Et s'ils arrivent à faire une espèce d'union avec les écolos et le PCF sans le Parti Socialiste, ça isole à mort le PS et pour moi, ça renforce la France insoumise en les rendant hégémoniques encore plus dans le bloc qui resterait sans le PS et ça permettrait aussi une normalisation de LFI, le fait qu'ils aient des alliés, quoi. Voilà, à voir. Mais la gauche peut-elle l'emporter aux prochaines échéances électorales si elle est désunie? Ah, voilà, la question est posée. Mélenchon est-il unioniste? Ça sera plus difficile, sans aucun doute. Mais seule l'union sur un programme de rupture écologique et sociale peut gagner. Mélenchon est unioniste? Mélenchon veut l'union sur un programme de rupture écologique et sociale? Il pense que seule l'union peut gagner. Donc est-ce que la ligne, ça serait pas tout simplement l'union autour d'une ligne de rupture portée par la France insoumise? Son unionisme le rend délu. Bah ouais, moi je pense que c'est la strate. L'union, mais pas à n'importe quel prix. L'union autour d'une ligne de rupture. Et qui porte cette ligne de rupture à gauche en France depuis 10 ans? La France insoumise. Donc finalement, la strate, c'est l'union autour de la France insoumise. Voilà. Mais si tu fais le NFP sans le PS, de fait, c'est l'union autour de la France insoumise. Parce que la France insoumise serait hégémonique dans ce bloc qui reste là. Donc moi, pour moi, c'est vraiment la ligne, c'est le but, c'est d'essayer de se mettre le PCF et les écolos dans la poche, finalement. Voilà. Et là, le PS, vu qu'il se comporte comme des immenses mange-merdes, je pense qu'on peut plus ou moins arriver à cette situation. Bon, voilà, moi je suis unioniste au sens mélenchonien du terme. Seule l'union sur un programme de rupture écologique et sociale peut gagner. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et donc là, du coup, le PS, le fait qu'ils soient en train de ne pas vouloir censurer et d'acter leur départ du bloc NFP, on va dire, ce qui n'était pas encore si clair que ça il y a quelques temps, là, c'est en train de se clarifier. Très bien. Allez, devenons unionistes, mais le PS n'est même plus concerné par ça. Let's go. Moi, c'est un peu ma ligne depuis le début, de toute manière. C'est ce que je dis depuis le début. À preuve, notre score de 2022, donc les fameux 22% de Mélenchon, notre victoire de 2024, là c'était le NFP, l'Union du coup, et tous les exemples à l'étranger. Nous avons fait une offre de fédération. Nous sommes des partenaires exigeants, mais loyaux, constants. Certes, l'ancienne gauche rejette le programme partagé après avoir bien profité des candidatures communes, mais on fera avec ceux qui veulent tenir parole. Qui sait ceux qui veulent tenir parole? Peut-être qu'ils parlent des écologistes, du groupe écologiste à l'Assemblée. Peut-être qu'ils parlent du Parti communiste français, qui jusqu'à preuve du contraire ont voté toutes les censures
avec LFI. Et quand tu regardes les votes à l'Assemblée nationale, entre le groupe écologiste, le groupe communiste et le groupe insoumis, franchement, dans l'activité parlementaire, dans le cadre parlementaire, bon, vraisemblablement, ils sont restés à peu près fidèles au NFP, comme LFI, a priori. Cela vaut pour toutes les élections. Pour la présidentielle, la gauche, entre guillemets, n'a été unie que 2 fois, en 65 et en 74. En 65 ? La gauche n'a été unie que 2 fois ? Attends, quoi ? 65 et 74 ? 74, c'est l'élection de Giscard d'Estaing. Et 65, c'est quoi ? C'est la réélection de... C'est pour les législatives, non ? Il y a une erreur, là, je comprends pas. Je comprends pas ça. Expliquez-moi. Il y a eu quoi en 65 et en 74 ? Ah, la gauche n'a été unie. Ah, je crois que c'était la gauche n'a gagné que 2 fois. Ah non, non, je dis de la merde. Ok. Pour la présidentielle, la gauche n'a été unie que 2 fois. En 1965, ok, et en 1974, face à Valéry Giscard d'Estaing. Ok, d'accord. En 2022, il nous a manqué 420 000 voix pour le deuxième tour. Il nous faut donc les gagner. On y travaille. Le deuxième tour suivant sera alors un autre monde politique. Tout à fait, ça enclenchera une dynamique totalement différente, on est bien d'accord. La réalité, c'est la tripartition du champ politique. Pour gagner, nous avons besoin de plus d'1 million de voix supplémentaires dans la jeunesse et les quartiers populaires abstentionnistes. Là se trouvent plusieurs millions de désorientés et de dégoûtés contre la caste politico-médiatique. Un dégagisme croissant les anime. Il s'agit d'en faire une force politique positive tournée vers un nouvel idéal écologique et social, la 6ème République. Ok. Nous avons gagné du terrain. Nous sommes sérieux, constants, disciplinés. Nos élus sont bosseurs. Nous ne sommes pas dévorés par la lutte des égos. Bon, ça reste un parti politique avec des gens qui font carrière en politique. Là-dessus, je pense que bon, ça reste un parti politique. Mais bon, peu importe, pas grave. Dans les moments difficiles, sous les coups les plus durs, les menaces de mort, les insultes, tous les médias contre nous, nos alliés nous abandonnant, nous avons tenu bon, ça c'est bien vrai. Alors les insoumis ont gagné la confiance populaire. C'est vrai. Là-dessus, la base insoumise, souvent, elle est populaire, mais en vrai, pas que. Hein. Il y a aussi les petits bobos de centre-ville. Hein. Il y a 2 types de votants pour les insoumis. C'est en gros les prolos de banlieue et les petits bobos citadins progressistes. Hein. En vrai. C'est pas que la confiance populaire, ça a gagné la confiance de la gauche aussi, la vraie gauche avec un grand G. Voilà. Y compris des citadins qui sont pas vraiment les classes les plus populaires, quoi. Voilà. Comme beaucoup sur le chat, je pense que vous pouvez vous reconnaître dans cette définition. Que des insoumis sur le, que des sympathisants de la France insoumise sur le chat quasiment. Bon, je pense que pour beaucoup, on est des petits trentenaires geeks blancs, citadins, qui sont pas franchement les couches les plus populaires de France. Quoi. Donc il y a aussi là-dessus où ça a été sécurisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Après, sur le truc de l'abstentionnisme, oui. Après, je trouve qu'avec 2024 et les législatives anticipées, il y a eu une augmentation. Il y a eu une augmentation de la participation législative qui n'a pas profité tant que ça à la gauche et à LFI. Ça a profité autant. En gros, ça n'a pas changé l'équilibre des forces politiques en place. La hausse de la participation pendant les législatives, il y a des gens primo-votants qui sont sortis du bois. En fait, il y en a qui ont voté LFI, il y en a qui ont voté RN. Donc là-dessus, je sais pas. Je pense que c'est un peu à nuancer cette stratégie d'aller conquérir les abstentionnistes. Oui, il le faut de toute manière, parce que d'avoir un programme politique stylé et de redonner confiance et de redonner envie à des gens qui sont abandonnés par la politique avec un vrai projet, de toute manière, ça passe par réveiller des abstentionnistes qui sont dégoûtés de la politique et leur redonner envie avec un programme à même de changer leur vie. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec LFI. C'est la ligne, et effectivement, il y aura des abstentionnistes qui sortiraient du bois à cet égard. Mais à côté de ça, il y a aussi plein d'abstentionnistes. Ce n'est pas uniquement une réserve de voix pour la gauche, les abstentionnistes. Ça peut être aussi une réserve de voix pour l'extrême droite. On a vu plein de primo-votants dégoûtés de la politique qui se disent oh voilà, je vais y aller, peut-être qu'il y aura moyen de faire gagner Bardella. Donc voilà, faut pas prendre les abstentionnistes comme un groupe qui serait uniquement acquis à la gauche. Les dégoûtés de la politique peuvent aussi venir et en primo-votant voter pour l'extrême droite. C'est pas impossible. Donc c'est pour ça, moi, j'essaie de faire un peu attention avec ça. Mais dans tous les cas, la strate de LFI de redonner envie aux gens de voter en proposant un vrai programme de rupture à même de changer leur vie, dans tous les cas, ça fera sortir, si ça marche bien, ça fera qu'il y a des abstentionnistes et des primo-votants qui vont venir voter pour LFI. Ça me paraît certain. Il ne faut pas que ça soit uniquement la strate, c'est bon, s'il y a suffisamment d'abstentionnistes qui votent, on a gagné. Pour moi, c'est pas vrai. Voilà. Merci l'abbé Pétrus, merci beaucoup. Moi aussi, je suis trentenaire blanc bobo, mais j'habite une petite ville de 10 000 personnes. Bon, c'est déjà un peu urbain, ça va. Oui, mais on s'en branle de ça, on va taper dans notre stock d'abstention que le RN fasse son taf de son côté ou pas. Ouais, non, mais oui, là, exactement, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, faut pas non plus. Disons que les choses sont complexes et multifactorielles. Faut pas être coincé dans un logiciel où on se dit l'abstentionnisme, aller chercher les abstentionnistes, uniquement là sera la clé. C'est peut-être pas que ça. Parce qu'encore une fois, quand tu regardes qui a voté Mélenchon à la dernière présidentielle, c'était pas que des primo-votants. Hein.
Il y en a qui ont voté Mélenchon en 2022, Glucksmann aux européennes après. Il y en a. Arrêtez de dire qu'ils n'existent pas. Ça, il y a des gens de plus en plus qui sont en mode genre, non, les 22% de Mélenchon, c'était que de l'adhésion au premier tour de la présidentielle. C'est faux, il y a eu du vote utile. Genre, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de vote utile là-dessus, franchement, vous êtes totalement délus. Voilà. Donc, comment aussi garder ce vote utile-là en étant les meilleurs à gauche, tout simplement. Bref. Après, on verra. En fonction de la présidentielle, là, ça reste un peu technique. On s'en fout. Dans tous les cas, une chose est sûre, il faut garder un cap clair et porter des idées et un vrai contre-projet de gauche. Effectivement, c'est comme ça que tu gagnes la confiance populaire, mais c'est aussi comme ça que tu gagnes la bataille pour l'hégémonie à gauche, quoi. Tout simplement. Voilà. Dans tous les cas, c'est dans ce bon vieux pot qu'on fait la meilleure soupe. Peu importe qu'on parle d'aller chercher les abstentionnistes, peu importe qu'on parle de tenir la ligne et devenir hégémonique au sein de la gauche, etc. Dans tous les cas, il faut faire la même chose, c'est-à-dire tenir sa ligne, avoir un vrai projet carré et pas juste être à tortiller du cul et pas tenir la ligne, quoi. Ça, dans tous les cas, c'est la strate et on sera tous d'accord là-dessus. C'est clair. Voilà. C'est avec toi qu'on a vu que les profs ont massivement voté Mélenchon en 2022, alors qu'ils sont massivement 27% soutien du PS. Oui, non mais il y a eu du vote utile, c'est évident. Pourquoi ils ont tous fait des scores de merde à gauche en 2022 et que Mélenchon a fait un aussi beau score? C'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit, bon, le candidat de la gauche, de fait, c'est Mélenchon, quoi. Évidemment. Évidemment. Hein. Certains vieux comme mon père ont voté Mélenchon présidentiel puis Glucksmann. Lui, il dit qu'il déteste Mélenchon. Ma daronne, elle a voté Macron en 2017, Mélenchon 2022, Glucksmann aux européennes 2024 et NFP avec LFI, sans être anti-LFI, dans les législatives de 2024. Donc c'est pour ça, hein, il y a des gens qui sont dans ce bloc un peu centre-gauche, la petite bourgeoisie progressiste, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui ont voté Macron en 2017, ils étaient déçus, ils ont voté Mélenchon en 2022. C'est la confusion, ça? Pas forcément. C'est juste, ça correspond à un espace politique de gens qui sont de centre-gauche. Il y a des gens de centre-gauche qui ont voté Mélenchon en 2022. Et ça peut être voué à réarriver. Je pense. Voilà. Il y a eu du vote utile, mais pas de quoi réduire le vote d'adhésion à 7 points, comme le font certains. Ah oui, je dis pas, c'était 80% de vote utile, mais il y a eu clairement du vote utile pour Mélenchon en 2022. Voilà. Et je pense que si on n'a plus du tout ce vote utile, ça va être compliqué. Bref, mais c'est pour ça. Moi, la strat, pour moi, elle est claire. Il faut l'union autour d'une gauche. Pour moi, la strat et la ligne, elle est très simple. Seule l'union sur un programme de rupture écologique et sociale peut gagner. Moi, c'est ma ligne. Ça n'a jamais été différent de ça. Ah, pardon, excusez-moi. Bref, j'en étais où Les Insoumis ont gagné la confiance populaire, tout à fait. Allez, question suivante. Pensez-vous que le précédent des législatives partielles divisées et sans report de vos alliés à gauche est appelé à se reproduire? Nous verrons bien. Il est possible que les socialistes fassent ce choix. À Paris et dans d'autres villes, ils ne veulent pas d'insoumis ni au premier ni au deuxième tour. Pourtant, en 2022, à notre initiative, c'est la première fois de l'histoire de la gauche qu'il y a eu des candidatures uniques au premier tour des législatives. Donc ça, c'était au moment de la NUPES. On est allé chercher le PS qui avait réuni 1,75% des voix à la présidentielle de 2022. Comme ils avaient touché le fond sur la ligne sociale-libérale, on s'est dit, ils sont ralliés à la ligne de rupture. Donc c'est la fin de l'ère de la compétition. L'ère de l'émulation commence. J'ai même proposé qu'on fasse un groupe unique à l'Assemblée. Heureusement qu'ils ont dit non. Après bon, là on voit le fin limier qu'est Jean-Luc Mélenchon. Hein. Tout ça c'était aussi une manière de dire, bon tous les autres sont plus bas, je peux être totalement hégémonique à gauche, donc proposer l'union et proposer un groupe unique à gauche, à ce moment-là ça aurait été la meilleure manière de phagocyter tout ce qui n'est pas LFI au sein de la gauche. Donc c'était aussi pour ces raisons-là qu'il l'a fait. Voilà. Mais tant mieux. Encore une fois, quand l'alignement entre la stratégie de LFI... quand la stratégie de LFI est alignée avec ce qu'il faut faire pour des raisons purement politiques et désintéressées, probablement c'est qu'ils sont la bonne ligne. Voilà. A priori, on est 14-15% de vote d'adhésion à LFI, confirmé par les derniers sondages 2027. Le reste, c'est du vote utile à aller récupérer. Ouais, moi, ça me paraît très clair. Il y a une vraie base de 14-15%, ce qui est déjà une belle base. Et au-dessus, on pourra rajouter tout le vote utile qui, là, a fait monter jusqu'à 22%. Ça serait 7% de vote utile. Moi, j'avais vu des sondages où on demandait, juste après l'élection, pourquoi vous avez voté Mélenchon. Enfin, sur tous les candidats, est-ce que vous avez voté par conviction ou par vote utile? Il y en avait quand même où c'était par vote utile. Et puis non, mais aussi, simplement, c'est pas séparé d'un côté pure conviction, d'un côté pure vote utile. Il y a beaucoup de gens, la politique, ils suivent soit de loin, ils sont très méfiants, ils se disent quand même que les politiciens c'est un peu un gros tas de menteurs, y compris Mélenchon, ils n'ont pas forcément confiance en Mélenchon parce qu'ils ont confiance en personne, parce qu'ils sont dégoûtés de la politique. Ils votent en se disant, je vais voter pour le moins pire, à la fois, et je vais voter pour peut-être celui qui a une chance de passer au second tour. Donc il y a tout un tas de gens qui sont en mode genre, moi le programme, mon préféré c'est celui de LFI, mais je me méfie quand même de Jean-Luc Mélenchon, mais là je vois quand même qu'il dans les sondages il est pas trop mal, donc let's go voter Mélenchon. Mais est-ce que ça c'est un vote d'adhésion à proprement parler? C'est compliqué à dire.
compliqué à dire. T'as une vraie base d'adhésion de gens qui sont des vrais sympathisants de LFI. T'as des gens qui ont voté pour lui en mode on vote pour le moins pire, il m'a l'air d'être pas plus mal, let's go. Et t'as des gens même qui votent pas trop Mélenchon et qui par vote utile ont voté pour Méluche, quoi. Il y a tout ça qui se mélange dans un vote. Et tu pourras jamais vraiment savoir la quantité de conviction et la quantité d'utilitarisme dans un vote Jean-Luc Mélenchon. Voilà. En tout cas, tu peux quand même essayer d'y réfléchir. Voilà. Beaucoup pensent que seul le RN peut dégager Macron. Bah pareil, il y a plein de votes au RN, dans quelle mesure c'est de l'adhésion? Il y a des gens qui se disent, bon, si le RN arrive à pouvoir, ça sera un vrai bouleversement. Bon, je vais voter RN et puis on verra ce qui se passe. Il y en a, ils disent ça. Hein. Il y en a, ils disent ça, ils vont pas plus loin que ça dans leur réflexion politique. Hein. Faut pas l'oublier. Bref, allez, on continue. Donc oui, justement, Mélenchon il est en mode bon, bah voilà, là, c'était le moment de la saine émulation. Comme j'étais à 22% et que tous les autres étaient dans les choux, c'est le moment de la saine émulation à gauche. C'était le moment d'être unioniste, parce que de toute façon, voilà, les sociolibéraux ils étaient dans les choux et l'union doit pas se faire autour de leur ligne. Donc à partir du moment où l'union pouvait se faire autour de cette fameuse ligne de rupture, bah moi j'ai voulu l'union. En gros, c'est ça qu'il est en train de dire. Bonne strat, si vous voulez, mon avis. Voilà. Et puis en vérité, c'est aussi que le PS a une certaine assise locale qui fait que si tout le monde passait séparé, il y a moyen que Mélenchon, il y a moyen que LFI ait moins de sièges à la fin. Il y a aussi ce côté-là. Il ne faut pas non plus le nier totalement. Bref. Les quartiers populaires se sont mobilisés pour vous en 2022, puis en faveur du NFP, du Nouveau Front Populaire, en 2024. Pensez-vous qu'ils vont à nouveau faire cet effort, alors que le résultat du vote de 2024 a été méprisé? Donc Macron n'a pas respecté le résultat des élections 2024. Le NFP arrivé en tête n'a pas pu gouverner. Oui, je le pense, répond Mélenchon. Mais commençons par dire que c'est notre vocation de représenter les milieux populaires. Tout à fait. On nous accuse de clientélisme. Mais alors, les mouvements socialistes et communistes ont fait du clientélisme depuis un siècle. Oui, nous voulons représenter les prolétaires. Il a dit prolétaires carrément. Les ubérisés, les filles qui ont fait des études et sont méprisées, les garçons qui sont paumés et veulent s'en sortir. C'est le peuple français. Mais ce n'est pas seulement celui du passé. La Nouvelle France y est en nombre. Donc, ce qu'il appelle la Nouvelle France, à un moment donné, il y avait le concept de créolisation, etc. C'est cette France des quartiers populaires, souvent issus de l'immigration, etc., etc. Dans les familles qui viennent des pays qui ont été colonisés, on en est à la 2e ou 3e génération française. Et tous ces gens ont une culture politique faite des luttes de libération et contre le colonialisme. Ils ont une conséquence politique. Ils calculent, réfléchissent. Leur culture familiale est politisée. Voilà pourquoi ils reviendront. Parce qu'ils comprennent tout. Et qu'ils ne se laissent plus instrumentaliser par la vieille gauche qui les a manipulés. Alors ça, c'est clair que dans les gens issus de l'immigration, quand même, il y a ce truc antiraciste qui est bien ancré, on va dire ça comme ça, et toute la team PS et compagnie, il y a zéro confiance là-dedans, a raison, et évidemment, pour tous ces profils-là, LFI, pour ceux qui votent, il y en a plein qui sont en mode, de toute façon, les politiciens, c'est juste un tas de menteurs, j'ai pas confiance dans la politique, j'ai pas confiance en l'État, et j'ai pas confiance entre ceux qui veulent prendre le pouvoir au sein de l'État. C'est une sensibilité qui est très très répandue aussi. Mais pour ceux qui votent, bah oui, ça paraît logique, en vérité, vu qu'il y a cette espèce d'antiracisme qui est quand même bien bien ancré, ça paraît logique que le vote se dirige vers Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui sont ceux qui portent le plus dans la politique institutionnelle cette voie-là, quoi. Évidemment. Ils ont bien vu le danger en 2024, le danger Bardella à Matignon. À ce moment-là, bien des gens m'ont dit « Nous, on va s'en aller parce que c'est trop dangereux pour nos enfants. » Pour moi, c'est un crève-cœur terrible d'entendre ça. C'est bien vrai. Qui sont les vrais républicains français? Nous! La République, c'est moi! Ma personne est sacrée! Pas nos adversaires qui les menacent. C'est une bataille. Il ne suffirait pas de dire « Vous avez vu? La gauche étudie. » Les gens sont beaucoup plus exigeants cela. Et donc on en revient à ce qu'on dit depuis le début. Il faut un cap clair, il faut une ligne claire. Il ne faut pas se dégonfler, il ne faut pas avancer à la compromission, il faut avancer au contre-projet face à toutes les manigances de la droite extrême et de l'extrême droite. Voilà, ça c'est la clé. Malgré tout, ici, union doit se faire. C'est pas au détriment des idées et du programme. Ça, je pense qu'on est absolument tous d'accord pour le dire. Jean-Luc Mélenchon, compris. Ok. Depuis les européennes de 2024, vous avez conçu le concept de Nouvelle France, qui vient d'utiliser juste avant. Pensez-vous que ce contre-récit soit plus efficace dans la lutte contre l'extrême droite que la logique de dénonciation? Un contre-récit? Pourquoi pas? On est en phase d'élaboration. L'intuition est venue en 2024, qu'une idée était mûre désormais. La première fois, c'était sur un parking où il y avait un meeting, à Évry en Essonne. Alors, historiquement, l'Essonne, c'est un des fiefs de Mélenchon, le 91. Où je me trouvais avec Antoine Léaumont et Farida Amrani, député insoumis du département. Voilà, donc Antoine Léaumont, c'est un des petits chouchous de Béluche. Il leur file une circo de là d'où il vient. On peut voir ça un peu comme ça. C'est la politique, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà. Antoine Léaumont, pour service rendu à la campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle a le droit à une belle circo imperdable. C'est comme ça, qu'est-ce que vous croyez? C'est la politique. Ok, Antoine a dit ceci. Il y en a marre des fascistes qui disent on est chez nous. Parce que nous, ici, on est chez nous. Gros applaudissements. Bah oui, effectivement, les habitants du 93 sont chez eux ici. On est chez nous. Ils pourraient le dire très bien aussi. Alors que pourtant, c'est pas tous des blonds aux yeux bleus chrétiens. Hein. Voilà. Et Antoine continue. Parce que nous, on est nés ici.
applaudissements. Et puis il se met à crier « On est chez nous !» Et à ce moment-là, tout le monde se met à crier « On est chez nous !» Retournement de stigmate, ça. C'est pas mal. D'habitude, c'était un slogan facho. Mais là, tout d'un coup, cela prenait un sens républicain pour une assemblée bigarrée et racisée. Voilà le peuple français. Voilà le peuple républicain. J'ai fait toute la campagne ensuite de 2024 sur ce thème, la Nouvelle-France, partout où je suis passé. Quand je suis né, une personne sur 10 avait un grand-parent étranger. C'est 1 sur 3 aujourd'hui. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens de ça dans les discours. Et j'ai commencé à dire, nous sommes la Nouvelle-France. Et ben moi, ce discours-là, je le trouve très très bien. Tout à fait. Là-dessus, basé, fou. Ok. La Nouvelle-France, c'est sa composition sociale, c'est son nombre. C'est le fait qu'elle est massivement instruite, connectée et urbanisée, même en milieu rural. Oui, c'est ça. Et la Nouvelle-France, ce n'est pas que les gens issus de l'immigration. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Bon, là, après, là, il le dit plutôt là-dessus, ce qu'il dit les grands-parents étrangers, etc. Mais par la Nouvelle-France, tu peux inclure tout un tas de gens qui ne sont pas forcément issus de l'immigration. La jeunesse. La Nouvelle-France, c'est peut-être aussi la France qui n'a pas accès à l'immobilier comme la génération de ses parents. Ça, tu pourrais très bien le mettre dans la Nouvelle-France, quelque part. Voilà. La France qui a grandi... Même des blancs pas issus de l'immigration, genre la France qui ne calcule même pas qu'en fait, il y a des noirs et des arabes dans leur classe. Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Qui sont même pas en mode... Qui calculent même pas. Pour eux, la France, elle a toujours été bigarrée et racisée, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Ça peut être aussi des blancs bien de chez nous avec des noms français, qui en fait sont pas dans cette espèce de dispositif et de narratif raciste, parce qu'en fait, ils sont en mode genre, bah moi j'ai grandi avec des noirs, des arabes, des portugais, des italiens, des polonais, des machins, des bidules. Je fais partie de cette nouvelle France. Alors que ce sont des blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Nouvelle-France, c'est pas forcément que les Noirs et les Arabes, les gens issus de l'immigration, etc. Ça peut être plus large que ça. Et je veux dire, il y a des conditions économiques aussi qui peuvent faire cette Nouvelle-France. Quand tu parles de la jeunesse, vous voyez, c'est pas forcément juste issu de l'immigration, quoi. Bigarré et racisé, non bigard et raciste. Oui, attention. C'est intéressant en tout cas. J'aime bien le concept, ouais, c'est cool. Bah, ça fait un peu penser aussi à son concept de créolisation. C'est cette espèce de truc de dire la France évolue, la France s'enrichit de ces différences et de la migration. Et voilà, les Français évoluent. La France ne sera pas la même chose dans 50 ans qu'elle était à 50 ans. Et c'est très bien. Donc ça, c'est un vrai contre-discours au repli nationaliste et identitaire que nous propose tout le spectre politique à droite, quoi. Voilà. De Macron à Le Pen, en passant par Zemmour et compagnie. Là, on est sur du contre-discours. On est sur un truc qui est de l'ordre du contre-discours. Face à Zemmour, là, qui est en mode il faut rechristianiser la France et les racines chrétiennes, mes couilles, dire nous sommes la Nouvelle-France, c'est un vrai contre-discours. C'est à même de, à un moment donné, vaincre l'extrême droite, je sais pas, mais en tout cas, voilà, partir à l'offensive contre l'extrême droite et les fachos. C'est pas juste dire ah, les fachos, c'est pas bien qu'ils disent ça. Non. Là, on a une autre vision, on l'assume. Et c'est très bien. Voilà. La Nouvelle-France, c'est sa composition sociale, c'est son nombre, c'est le fait qu'elle est massivement instruite, connectée et urbanisée, même en milieu rural. Voilà, c'est ce qu'il dit. Là, ce truc de Nouvelle-France, ce n'est pas uniquement il y a des Français issus de l'immigration, c'est plus large que ça. Donc lui dit aussi, elle est massivement instruite, connectée et urbanisée, même en milieu rural. Voilà, c'est la France, c'est les zoomers, qui ont vécu avec les réseaux sociaux toute leur vie. C'est aussi ça la Nouvelle-France. C'est des gens qui tapent des bacs plus 5 pour gagner un SMIC derrière. C'est aussi ça la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ça avant. Cette nouvelle génération, nos parents n'ont pas connu ça. Nos parents, ils ont un bac, enfin, la génération de mes parents, logiquement, tu faisais un bac plus 5, tu avais un bon taf derrière. Donc là, on a des petits cadres, enfin, des gens qui étaient censés être des petits cadres, des gens qui ont fait des études, qui sont instruits, etc., qui se retrouvent précarisés, tout en étant dans une jeunesse qui est hyper connectée et instruite parfois via les réseaux sociaux, qui a un décalage sociologique entre sa propre classe sociale et son capital culturel, on va dire, et aussi tous ces Français issus de l'immigration. Tout ça se mélange et fait un truc qu'on pourrait appeler Nouvelle-France, effectivement. Et là, il y a du commun, il y a du nouveau commun à aller chercher à travers ça. Je trouve ça assez beau. Donc voilà, cette Nouvelle-France est positive, tournée vers le futur. Un autre récit est possible. On ne demande plus la faveur d'être accepté, on s'approprie nos droits. Ici arrive aussi la question féministe. C'est en quelque sorte une bombe dans la bombe. Nous en sommes à la première ou deuxième génération de femmes qui pensent en dehors des concepts qui étaient majoritaires avant des libertés aussi importantes que l'accès à la contraception, à l'IVG et toutes les questions qui faisaient d'une aptitude biologique un destin social. Au total, ce n'est plus seulement une question de refus des discriminations, c'est une appropriation du futur. Et ça, quand tu regardes les différences de politisation, tu prends juste chez les jeunes générations, les plus jeunes que moi encore, moi j'ai 31 ans, tu prends vraiment les zoomers, enfin les moins de 25 ans, je crois que c'est comme ça en politique souvent qu'on fait, et tu fais des trucs, tu regardes un peu qui vote pourquoi, la sensibilité politique à la fois des jeunes hommes et des jeunes femmes de moins de 25 ans, tu vois une vraie différence. Les jeunes hommes ont tendance à voter bien plus à droite que les jeunes femmes. Parce qu'il y a aussi tout ce discours mascu,
on va dire, de backlash par rapport au féminisme et au wokisme, vous voyez, qui fait que chez les jeunes hommes, chez les jeunes générations de mecs, il y a vraiment ce truc un peu masculin, gna gna gna, qui prend. Et quand tu regardes les différences de sensibilité politique, il y a un vrai clivage homme-femme chez les jeunes. Et c'est pas, voilà, on peut pas résumer toute la politisation à juste un clivage, un clivage de genre. Évidemment, c'est complètement con. Mais quand tu regardes dans les jeunes générations, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et quand tu regardes les résultats électoraux aussi aux États-Unis et la réélection de Trump, c'est un vrai sujet. Donc justement, qu'il inclut dans cette nouvelle France, avec les gens issus de l'immigration, avec voilà, les gens qui sont massivement instruits, connectés, urbanisés, même en milieu rural, que là-dedans, dans cette nouvelle France, ils mettent aussi les femmes, donc là, ça serait plutôt même les jeunes femmes, je trouve ça tout à fait pertinent. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un clivage presque de l'ordre du genre qui est en train de se créer dans les nouvelles générations en termes de politisation. Et donc là, franchement, carré ce qu'il dit. Effectivement, il a la vision. Il a la vision, le Méluche. Franchement, ça fait du bien. Juste comparer ça à l'interview d'Olivier Faure. Voilà. À la limite, allez regarder là, sur YouTube, sur la chaîne de VOD, quand on avait lu l'interview d'Olivier Faure, la différence de discours. Là, ça parle de choses qui sont intéressantes. Ça parle du fond. Ça parle un peu de stratégie politique, etc. Mais en partant en tout cas du fond et de vrais concepts, quoi. De dire voilà ce qu'il faut, voilà la ligne qu'il faut pour la gauche. Olivier Faure, c'était quoi en mode genre, ah non, mais si on cherche un compromis, en fait, peut-être qu'on peut. Nanana. Et puer la merde son interview à Olivier Faure. Et puer la vieille chiasse ambulante. Et quand tu regardes même les questions de Mediapart par rapport à Olivier Faure, les questions de Mediapart, c'était en mode genre, oui, mais bon, monsieur Faure, d'accord, vous êtes gentil à dire ça, mais là, vous venez pas de vous tirer une balle dans le pied quand même. Et t'es en mode genre, là, directement, c'est plus intéressant. Et à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon est intéressant dans ses réponses, parle du fond et parle de stratégie, pas uniquement par la petite lorgnette de la tambouille politicienne, et bah même les questions et les interactions avec Mediapart sont bien, parce que bah, Mediapart lui laisse dérouler un peu ses concepts, et c'est vraiment cool. Mais comment j'explique que ça sort 2 semaines après? Et bah ils ont gardé le meilleur pour la fin. Voilà. Donc là, je pense que voilà, quand on voit ça, on n'est pas en train de se dire Mediapart est en train de se faire à Jean-Luc Mélenchon. Genre, juste, tu lis toutes les interviews qu'ils ont fait, là, Mélenchon, il déroule et c'est très bien. Voilà. Bref. Le concept de Nouvelle-France, c'est une façon de dire nous ne sommes plus sur la défensive. Ce pays est à nous tous. C'est donc aussi la bataille contre le sexisme et le retour du virilisme. Voilà, c'est exactement ce que je disais avec les jeunes générations, où tu as un vrai clivage entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Lui, il appelle ça le retour du virilisme. Et contre le racisme aussi. C'est un changement complet de la matrice. La phase où nous étions au fond de la tranchée est terminée. Cette fois-ci, c'est nous qui sommes à l'offensive. Et ça englobe le déploiement de la France des nouvelles frontières. Mer, espace, numérique et culture. Let's go. On a assisté ces dernières semaines, donc nouvelle question de Mediapart, qui est en train de rappelle qu'ils sont en train de vouloir se faire Jean-Luc Mélenchon pour mettre tout à la place de Méluche. On a assisté ces dernières semaines au moment de... Je plaisante bien sûr. On a assisté ces dernières semaines au moment de la condamnation puis de l'incarcération de Nicolas Sarkozy à une bascule du débat public, avec des prises de parole dans tous les sens, des remises en question de l'état de droit, une forme de trumpisation des discours. Est-ce que ce climat général vous inquiète? Que reflète-t-il selon vous? Vous avez vu comment Mediapart compare Mélenchon à Trump dans son rapport au journalisme? C'est honteux, ils sont en train de se venger. Ils sont en train de prendre leur revanche par rapport à Jean-Luc Mélenchon. C'est odieux de regarder ça. Bon, j'arrête les balles perdues. Pardon, excusez-moi. Parlons du fond, au lieu de que moi-même je règle mes comptes. Oui, cela m'inquiète du coup. Le climat général inquiète, normal. Mais il faut voir le fond de tout cela. C'est une expression du dégagisme actuel. Tout ce qui constitue l'ordre établi est mis en cause. Tout et dans tous les sens. D'où l'importance d'ouvrir une issue politique globale positive. Un processus très profond travaille la société partout depuis des années. La France est dans la phase du dégagisme ouvert, inauguré par la Gilet jaune. Réponse, Macron organise un débat public. Puis met le rapport aux archives, le rapport des cahiers de doléances des Gilets jaunes. Il a littéralement dit « vu et s'en tape ». C'est quand même une dinguerie, quoi. Rien de plus, il n'a rien fait d'autre. Depuis, le Gilet jaune est un fantôme qui hante la société politique française. Le dégagisme, sans réponse, frappe Emmanuel Macron lui-même à son tour. Notre succès, le succès de LFI, en est une autre expression. LFI qui travaille à faire partir Macron a plus de monde dans ses rangs que jamais. Il a plus de 110 000 inscrits dans un groupe d'action et plus de 450 000 dans la liste des soutiens. Voilà, la liste des soutiens, c'est les gens qui ont signé vaguement des pétitions. Là, il fait un peu ça comme de dire oui, on est énormément, parce que, encore une fois, c'est pas des gens encartés à la France insoumise. Moi, je suis compté dans les gens qui sont inscrits dans un groupe d'action, parce que je l'ai fait une fois à un moment, je suis sûr que je suis compté. Je reçois toujours les mails de LFI, moi je suis compté comme faisant partie d'un groupe d'action, je pense, alors que j'ai jamais milité dans un groupe d'action, sauf une fois j'ai collé des affiches. Bref. Force à tous ceux qui sont dans les groupes d'action et qui se bougent le cul, évidemment. Bref. Ok. Le dégagisme. Ok. C'est votre interprétation des discours entendus ces dernières semaines? Parce que là, oui, la réponse était sur la droite et l'extrême droite qui, dans une bascule du débat public, remet en question l'état de droit et dans une forme de trumpisation du discours. Moi, je trouve qu'il n'a pas tout à fait répondu à la question, même si je vois ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est le dégagisme? Les gens qui volent à la rescousse de Sarkozy? Pas vraiment, pour le coup. Du coup, c'est votre interprétation des discours entendus ces dernières semaines?
C'était un tel flot contradictoire, répond Mélenchon. Voilà pourquoi je me suis mis en retrait sur Sarkozy. J'avais expliqué, au moment de la condamnation de Marine Le Pen, qu'une justice sans appel n'est plus une justice. Aussitôt, on a dit que je m'entendais avec elle. J'avais tort en partie. Ah! Car il y a des cas où l'exécution provisoire est une nécessité absolue, quand un prévenu met les autres en danger. Mais je n'ai pas aimé non plus l'ambiance d'Alali. C'est quoi l'Alali? C'est quoi ça? Alali? C'est comme le halal? C'est quoi Alali? Un individu d'oisiveté? Moi, j'ai pas la rêve non plus. Quand sonne l'attaque des chiens, la chasse. Un assaut? Ah oui, c'est un assaut à la chasse. Ok. Alali, c'est pour le son pour lancer l'attaque. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas aimé non plus l'ambiance d'Alali des dernières semaines. Pour moi, la justice n'est pas la vengeance. Et d'un autre côté, je n'ai pas non plus aimé le discours des autres en mode « La prison, ce n'est pas pour nous ». Dans toute cette période, personne ne s'est interrogé sur le rôle de la prison. Si, moi je le fais en live. J'étais en mode on va pas trop célébrer non plus, essayons d'avoir un discours un peu sur les conditions de détention des détenus. Moi je l'ai fait. Oui, il a dit en mode. En mode, genre, c'est une dinguerie. Il a dit ça. Il parle comme un Jones, il est resté jeune dans sa tête malgré son âge avancé. Dans toute cette période, personne ne s'est interrogé sur le rôle de la prison. Hugo Bernalicis et Daniel Obodo ont décidé de se rendre à la santé pour parler des 190% d'occupation. Ce régime est barbare, il ne règle rien pour personne, mais on le leur a reproché. Oui, effectivement, la prison, c'est de la merde, etc. Après, Mélenchon, parfois, quand il parle de ça et tout, par rapport à Marine Le Pen, là, il a dit j'avais tort en partie. Parce que Marine Le Pen, il a dit oui, c'est pas normal, l'exécution provisoire, les trucs d'appel, la justice. Moi, c'est pas le Mélenchon que je préfère quand il fait ça. Moi, je trouve qu'il fait le vieux politicard de la 5ème République. Après, c'est notre vieux politicard de la 5ème République. Mais quand il est mode attention, quand même. Bref. Voilà. C'est pas le Mélenchon qui me plaît le plus. Là, quand il est un peu à moitié volé à la rescousse de Marine Le Pen, je suis en mode toi, pas toi, Méluche, c'est bon, ça va. La voler dans la caisse, ça dégage, point. C'est quoi ça? Bref. Et c'est là, il a dit à part Ribot dans la sauce, mon gars sûr, et Mediapart a censuré, tout à fait. Bref. Il a aussi dit il faut battre Le Pen dans les urnes et non espérer sa condamnation. Ah, mais ça, je suis d'accord, de toute façon, que ce soit Le Pen ou une autre, il faut battre le RN dans les urnes. Voilà. Il est aussi en mode ça peut me tomber dessus. Ouais, mais ça, si c'est ça qu'ils disent, ça, je suis pas d'accord avec ça. Normalement, tu piques pas dans la caisse, ça te tombe pas dessus. Voilà. Ou alors c'est le même discours que de dire faut pas demander la démission d'un prof nazi à la fac parce qu'après ça pourrait nous retomber dessus. Oui, bon, bah à ce moment-là, tu fais plus rien, quoi. Voilà. Salut Sodom Jimmick, merci pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bref, j'en étais où Ok. Une taxe sur les multinationales, une autre sur les super dividendes. Donc changement d'ambiance, on va parler du budget maintenant. Les amendements portés par LFI et adoptés à l'Assemblée ces derniers jours ont créé un vent de panique dans le camp présidentiel. Cette semaine a-t-elle marqué la fin du pas de deux entre le PS et les macronistes? Eh ben j'ai pas l'impression. Ça aurait dû, hein. Le PS aurait dû dire non mais vous foutez de notre gueule, on censure. Et il l'a pas fait. Donc même pas sûr que ça marque la fin du pas de deux entre le PS et les macronistes. Et du coup, le PS est en train de vraiment se rallier à, on va dire, l'aile gauche du bloc macroniste. Là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est chaud. Là, ils ont déjà eu 7 fois l'occasion de dire non, mais là, on se fout de notre gueule, vas-y, on va censurer. Donc, je sais pas. Là, d'ici les prochains jours, il va probablement se passer des trucs. On verra. Mais qu'à en dire justement Jean-Luc Mélenchon? C'est la deuxième fois que nous faisons adopter des éléments centraux du contre-budget insoumis à l'Assemblée sans y avoir la majorité. Nous faisons la preuve que notre vision du parlementarisme a une réalité constructive. L'an passé, nous avions déjà dégagé 26 milliards avec l'impôt sur les multinationales comme aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai parlé avec un économiste qui bosse au Haut Conseil de la vie publique, ce qui fait des prévisions de croissance et de création d'emplois, et qui travaille littéralement à essayer de récupérer l'assiette des trucs comme la TVA ou l'impôt sur le revenu en faisant des prévisions de masse salariale d'une année à l'autre. Ce truc de on va gagner 26 milliards avec l'impôt sur les multinationales, c'est un peu de la douille sur les bords. Hein. C'est un peu un élément de langage. Mais bon, ok, soit. Mais aussi 12 milliards avec celui sur les super profits. 12 milliards en plus sur les super profits. Et 13 milliards avec la taxe Zuckman intégrale. Mais ça n'a pas été voté Ah non, c'était l'an passé. Ok. Ce chiffre de 26 milliards avec l'impôt sur le multinational, moi je m'en méfie beaucoup. Les 13 milliards avec la taxe Zuckman, ça ok. Et les 12 milliards peut-être. Mais ce chiffre-là, je m'en méfie un petit peu. Peu importe. Voilà. C'est une goutte d'eau encore dans les fortunes accumulées. Ça c'est vrai. Ça par contre c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, nous arrivons à une caricature de la politique de l'offre soutenue par tous les libéraux, de Faure à Attal, oui. Elle se limite à un exercice comptable. Le centre veut 40 milliards d'économies. Comment? Par des coupes budgétaires. Le Rassemblement national, ils veulent 60 milliards d'économies. Et les sociodémocrates du PS, juste 20 milliards d'économies. Les trois sont sur une ligne comptable. Des coupes pour seul projet. Ça, il a bien raison, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Effectivement, c'est en mode oui, juste des économies pour faire des économies, on s'en bat les couilles. Si tu veux vraiment réduire le déficit, il faut proposer un projet qui, sur le temps long, peut à la fois réduire le déficit tout en ayant une politique budgétaire à proprement parler, à même d'améliorer la situation économique de la France. L'un ne va pas avec l'autre. Tu ne peux pas prendre des décisions de politique budgétaire uniquement pour réduire le déficit. Il faut qu'une politique de réduction des déficits s'inscrive dans une politique budgétaire à portée économique pour la France. C'est pas réduire le déficit pour réduire le déficit. Tu pourrais par exemple décider de, par des investissements massifs de la puissance publique dans de la création d'emplois, etc., recréer de la croissance et du coup, in fine, finir par réduire le déficit comme ça. Avec un bon vieux plan quinquennal. Tout à fait, exactement, Doc Eliam. Avec de la planification. Par exemple, tu pourrais. Mais là n'est jamais la question. C'est sur l'année A, comme ça, on se dit, oh, comment on va réduire le déficit, de combien on doit réduire le déficit. C'est prendre les choses à l'envers, quoi. Et ça, c'est absolument, ça pue la merde. C'est absolument nul à chier. Et là-dessus, je rejoins totalement monsieur Jean-Luc Mélenchon. Désolé, je regarde un truc vite fait. Comme la glorieuse Chine de Xi Jinping, oui. Bon, pas si glorieuse à tous les égards, mais là-dessus, ils font des plans quinquennaux et ça marche. Ça, c'est clair. L'un sans l'autre, je voulais dire quoi? Bon, bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Ok. Le pacte entre socialistes et macronistes a été préparé par un discours opposant tout le programme, rien que le programme, en 2024, et la méthode dite du compromis. Tout à fait, c'est un peu cette espèce de clivage quant aux résultats des législatives qu'il y a entre le PS et LFI, quoi. Mais nous ne sommes pas à l'Assemblée pour nous entendre. Nous y sommes pour prendre des décisions, après avoir été élus avec mandat sur un programme clairement énoncé. On propose, on vote et on applique la décision prise. Mais le Cornu va-t-il respecter le vote acquis par la taxe sur les multinationales? C'est la fameuse taxe à 26 milliards. En vérité, cette taxe, si elle appliquée, elle pourrait pas rapporter 26 milliards a priori. Je vous dis, hein, c'est une histoire, vu l'assiette par rapport... Je vous dis, hein, j'en ai parlé hier soir. Hier soir, j'en ai parlé. Non, avant-hier soir, j'en ai parlé avec mon ami économiste à la Cour des comptes. En gros, il a dit les 26 milliards, c'est extrêmement optimiste. C'est extrêmement optimiste. Mais dans tous les cas, ça reste bien. Ça reste bien. Ça reste taxer les multinationales pour rehausser le plancher et augmenter l'assiette des gens qui doivent s'acquitter de cet impôt plancher en faisant des bénéfices sur le territoire français. C'est pas rien. Mais pour vous dire, c'est une taxe qui, là, aujourd'hui, rapporte 500 millions. Elle rapporte 500 millions avec un plancher à 15%. Donc pour passer de 500 millions à 26 milliards, faut y aller franco. Hein. Faut y aller franco. Donc c'est pour ça, ce chiffre de 26 milliards, je m'en méfie. C'est pour ça que je pense aussi, c'est pour ça qu'il a assez peu circulé, ce chiffre de 26 milliards. C'est un peu un coup de com', j'ai l'impression. Voilà. Et oui, même la gauche parfois fait des coups de com' et un peu inexacts. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Moi, je suis journaliste. La déontologie et l'honnêteté intellectuelle avant tout. Voilà. Bref, ça change en rien que toujours est-il, c'est une taxe sur le profit des multinationales qui a été adoptée. Et ça, c'est la réalité, quoi qu'il en soit. Ok, donc, allez. Le Cornu va-t-il respecter le vote acquis par la taxe sur les multinationales? Non. Moi, je pense pas. Hein. Moi, ça m'étonnerait. Hein. Ça paraît bizarre. Ça paraît quand même un peu trop pour lui déjà. On en a parlé 1000 fois. Je vais pas en reparler maintenant. Mais le budget, personne va vouloir le voter à la fin. Ce budget pue la merde. Et j'attends de voir là, dans les prochains jours, ce qui va se passer. Ça va mal finir cette histoire. Hein. Il y aura pas d'accord et de budget voté à la majorité. Soit ça passera en force, soit il y aura censure, et ça va être un beau bordel, mais dans tous les cas, on n'est pas au bout de notre feuilleton budgétaire, ça va finir dans le sang et dans les larmes d'une manière ou d'une autre, ça on peut en être quasiment sûr. Ok, allez, question suivante. Je regarde juste où on en est. Ah ouais, non, ça va, on a bien avancé déjà. L'interview est assez longue, mais ça va. Vous parlez de budget réduit à un, je cite, exercice comptable. Les débats se cristallisent autour de la question de la dette et de la nécessité d'avoir un budget à l'équilibre. Ne faudrait-il pas abandonner cette vision comptable pour proposer un autre modèle économique? Oui, très bonne question, merci. Mediapart basé. Mediapart déroule le tapis rouge à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu comment Mediapart déroule le tapis rouge à Jean-Luc Mélenchon? Franchement, là, il leur passe la balle. Passe la balle. Franchement, ils arrivent, ils sont en mode genre, vous avez bien raison. Vous parlez de budget réduit à un exercice comptable. Vous avez bien raison, monsieur Mélenchon. Les débats se cristallisent autour de la question de la dette. On s'en bat les couilles qu'ils aillent se faire foutre. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt, justement, abandonner cette vision comptable pour proposer un autre modèle économique, comme vous, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, le proposez depuis bien longtemps? Franchement, la question, si ça, c'est pas une passe décisive à Jean-Luc Mélenchon, je sais pas ce que c'est. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, ils sont pas en train de l'enfoncer. Là, ça va, hein, y a un gouffre entre les deux. Hein. Quand on regarde l'interview d'Olivier Faure, c'était en mode genre, vas-y, on te met ton nez dans ton caca, Olivier Faure. Regarde, ça, c'est ton caca. On te met ton nez dedans. C'était vraiment ça l'interview. Là, ils lui permettent de dérouler. Hein. Je suis désolé. Voilà. Le nom de la VOD, ça sera Mediapart déroule. Déroule le tapis rouge à Jean-Luc Mélenchon. Interview masterclass. Juste pour faire chier là, ceux qui font tous les mêmes miniatures. Vous pensez que ça fait cliquer les miniatures anti-Edoui Plenel? Ouais, ça fait cliquer. Moi, je vais faire le contraire. Ça fera cliquer pour la même raison. Je plaisante. Non, mais là, je suis en train de régler mes comptes avec ceux qui me fatiguent. Vous savez à quoi je pense? Je suis en train de régler mes comptes avec une miniature en particulier que j'ai trouvé vraiment d'une débilité absolument profonde. Je vous la montre. C'est la pas du team.
Après, il y en a d'autres, hein. Ceux qui sont en mode genre Mediapart n'existe que pour coller Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Et c'est leur seul avis sur Mediapart, qui sont des gros semards par rapport à Mediapart, pour d'autres questions qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas que la pas du team, hein. C'est pas dans ça. Mais là, je pense à cette miniature précise parce que cette miniature, c'était pour lire justement l'interview de Liefeld dans Mediapart, où Mediapart n'était absolument pas, mais genre vraiment pas condescendant, pas condescendant, mais ils étaient absolument pas en train de dérouler le tapis rouge à fort. Au contraire, ils lui ont plutôt mis son nez dans la merde, quoi. C'était pas du tout complaisant par rapport à Fort. Et regardez la miniature qu'ils ont fait là, pas du team. Plenel tire les pompes du PS, il veut nous vendre Fort. Son nouveau produit miracle. Mais juste, cette miniature n'a aucun sens. Cette miniature n'a aucun. Oui, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Il y en a qui arrivent en cours de route. Cette miniature n'a aucun putain de rapport avec le contenu de la vidéo. Mais pitié, pourquoi vous faites ça? Si c'est pas juste du clickbait débile, quoi. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Voilà. Bref. Allez, on reprend. Désolé, je suis obligé d'y revenir, mais vraiment, genre, vous êtes des turbo forceurs 5000, quoi. Voilà. Oh là là. Surtout pour des grands communistes révolutionnaires qui devraient être au-dessus de ça, je ne sais pas. Bon, bref. Ok. Donc alors, ne faudrait-il pas abandonner la vision comptable de la politique budgétaire de la France pour proposer un autre modèle économique? Demande Mediapart à Jean-Luc Mélenchon. Très bonne question. La France est victime d'une méthode absurde. La financiarisation de la dette des États et des agences de notation rendue juge des nations. Depuis, la peur de la dette fournit un argument d'affolement. Or, la dette n'est pas une catastrophe, n'est une catastrophe que si on aggrave la situation par des coupes budgétaires. C'est une façon de dire, si on augmente la dette, mais c'est par des investissements massifs, un glorieux programme de planification économique, la dette elle va finir par se résorber à long terme, parce que ça va relancer la machine économique, ça va créer de l'emploi, les gens vont consommer, ça va augmenter la croissance et le PIB. Étant donné que la dette se calcule en points de PIB, si le PIB augmente, à dette égale, la dette baisse en pourcentage. Et en plus, si la consommation est relancée, notamment, déjà premièrement, ça augmente la croissance, ça augmente le PIB, donc ça fait baisser relativement la dette, et en plus, ça fait rentrer de la TVA via la consommation. Donc je veux dire, une politique de relance, quand elle fonctionne, ça réduit la dette. C'est aussi fait pour ça. Mais ça demande les premières, deuxième, parfois même troisième années, de creuser un petit peu le déficit. J'aurais dû dire déficit depuis le début plus que dette. Mais de creuser un peu le déficit pour derrière, qui finissent par se résorber par la relance, quoi. Et donc c'est du truc un peu keynésien, ce que je suis en train de raconter. C'est plus ou moins le programme de la France Insoumise depuis le début. Depuis le début. Voilà. Attends. De quoi? De quoi? Attends, je relis le truc. Du coup, ça parle de la. Mais j'aurais dû citer personne. Vous savez quoi? Je saurais maintenant. Moi, je voulais juste là lire l'article et dire, oh, franchement, il a offensé avec Mediapart. Et du coup, voilà. J'ai parlé de la pas du team. Maintenant, les gens que je pense que je règle mes comptes avec la pas du team. Je règle mes comptes avec tout le monde là-dessus. Avec la pas du team et avec la Zawa, avec tout le monde. Je prends pas de parti là-dessus. Vous êtes tous à faire le même shitpost pourri pour aller chercher du clic en disant, oui, Mediapart et Louis Plenel toute la journée. C'est minable. Je trouve ça minable. Comme ça, c'est clair. Moi, là, je distribue des baffes à tout le monde aujourd'hui. J'en ai rien à branler. Voilà, je suis la journalope. Allez tous vous faire foutre. Comme ça, c'est clair? Pas de prise de position là-dessus. Allez, on continue. Voilà, mais j'aurais pas dû parler de ça. Du coup, après, dans le chat, vous voulez parler plus que de ça. C'est bon. Ça va, 5 minutes. J'aurais pas dû. J'aurais dû juste lire J'aurais juste dû lire le truc. Tu es corpo depuis que tu bosses à l'UMA. Enfin, bref. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Non, mais je sais que tu plaisantes. Je vous déteste de tous, mais j'en déteste certains plus que d'autres. Oui, tout à fait. Je ne donnerai pas de nom. Si jamais il y a des extraits qui tournent, ils se reconnaîtront. Bref, j'en étais où? Oui, du coup, or, la dette n'est pas une catastrophe que si on aggrave la situation. Oui, c'est ce que je disais, effectivement. Une politique keynésienne de relance, etc., etc. Ça aggrave la dette à l'instant T pour la résorber mieux par la relance par la suite. Tout à fait. Nous pensons qu'il faut augmenter les recettes, car la priorité, c'est que le pays puisse investir. S'il dépense, la machine se relancera. Avec plus de production, il y aura plus de recettes fiscales et donc moins de déficit. C'est ce que je disais. Avec notre méthode et nos recettes nouvelles, on gagne 2 points de PIB en 2026. On réduit le déficit de 27 milliards et on baisse le chômage d'1 point. Et gagner 2 points de PIB, c'est, je vous dis, à déficit égal, s'il y a 2 points de PIB en plus, le déficit baisse. Parce que le déficit est calculé en pourcentage de PIB. Voilà. Donc il y a 2 manières de faire baisser le déficit. Soit tu réduis la dépense publique ou tu augmentes les recettes. Mais si tu fais de la croissance, si tu augmentes le PIB, ça va aussi, naturellement, baisser le déficit. Voilà. Bref. Oui, allez, on change de sujet. Je voulais un peu régler mes comptes tranquille. Mais tranquille, on change de sujet. Ce qui importe, c'est le fond, c'est l'interview. En plus, il y en a plein de gens qui n'ont pas les refs, là, et ça les saoule. Ils ont juste envie que je lise l'interview. Donc, on va continuer. Ok. Certes,
Certes, personne ne peut relancer l'économie d'un pays dans le sens diamétralement opposé à celui du monde entier en l'espace d'un mandat présidentiel, c'est vrai. Mais il faut planifier et agir vite. En 1 an, on peut remettre d'aplomb les comptes de la sécurité sociale, qui est le cœur de notre contre-modèle, et révolutionner par l'extension bien d'autres sujets. Actuellement, les économies envisagées dans le domaine de la santé se limitent à des coupes budgétaires. Personne n'annonce de lutte pour combattre l'épidémie de diabète, les maladies cardiovasculaires, le nombre de morts au travail, 2 par jour, la flambée des cancers, les nitrites dans l'alimentation, etc. Et par ce biais, de faire des économies. Car ces malheurs évitables coûtent des milliards. C'est vrai. Il n'a pas parlé de la clope, il n'a pas parlé du tabagisme. Le tabagisme, ça coûte des milliards par an. C'est vrai. C'est un ancien gros fumeur, Mélenchon, qui a arrêté la clope. Il fumait 2 paquets par jour, il a fini par arrêter. Il était tellement dégoûté que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Après, il était en mode, il faut que je me reprenne en main là. Il a arrêté de fumer. Et après, il a quitté le PS. Voilà. Ok. Le début du changement de régime économique, c'est la fin du système de la maltraitance écologique et sociale des populations. Il faut changer de paradigme. Notre ligne d'action, c'est la relance écologique et sociale. La politique du carnet de commandes plein et de la visibilité économique planifiée, les gens. Tout à fait. C'était déjà son programme en 2022. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Et moi, le glorieux programme économique néo-keynésien de la France Insoumise, j'avoue que le... Ah, moi, ça me fait mouiller. Hein. Ça me fait mouiller, très clairement. Hein. Ah là là, ça me fait saliver de plaisir. J'ai genre, quand c'est la campagne présidentielle et ce genre de truc, et que LFI arrive avec leur programme chiffré de voilà comment on va faire pour relancer la machine économique par le biais de l'investissement dans l'écologie, et qu'au final ça va même réduire le déficit tout en relançant tout, hydrolienne partout, justice nulle part, tout ça là. Moi, quand ils parlent comme ça, LFI, je deviens le zinzin soumis originel. Vraiment, hein, vraiment. Je dis souvent, il y a 2 loups en moi qui se battent. L'un est keynésien régulationniste, l'autre est communiste révolutionnaire. Et ben le loup en moi keynésien régulationniste, quand Mélenchon lui parle de relance par l'investissement écologique et social, j'ai une érection, hein, je vous le dis très clairement. Le loup en moi a une érection en tout cas. Ouais. Bref, allez on continue. La taxe Zuckman. Question. La taxe Zuckman, dont le PS avait fait un casus belli, a été rejetée vendredi par l'Assemblée. Réponse. Le sursis accordé par le PS à Sébastien Lecornu au prix de la fracturation de la gauche tourne une fois de plus au ridicule du PS, absolument. Et permet encore le sauvetage de Macron. Il a révélé l'extrême amateurisme du PS dans la négociation sur les sujets techniques les plus élémentaires. Non, je me suis trompé sur justice, c'était pour dire police partout, justice nulle part. Bref. Il a révélé l'extrême amateurisme du PS dans la négociation sur les sujets techniques les plus élémentaires. La taxe Zuckman, la suspension de la réforme des retraites, le prétendu impôt sur la fortune, tout a tourné à la farce. Seule une élection présidentielle anticipée ramènera la dignité du débat, le sérieux des choix et permettra une refondation politique du pays. Comment imaginer prolonger encore 2 ans cette agonie politique? Ça serait compliqué. Hein. Alors après, bon, s'il y a des élections législatives anticipées parce qu'il y a censure demain, ça pourrait faire bouger les lignes. C'est pas impossible. Mais ça pourrait aussi ne pas faire bouger les lignes et que l'équilibre, le rapport de force au sein de l'Assemblée nationale ne change pas tellement et pas tant que ça. Voilà. Bref, le groupe parlementaire LFI a déposé cette semaine une proposition de loi pour abroger un projet de loi du gouvernement qui va restreindre les découvertes bancaires des particuliers à partir du novembre 2026. Ça c'est chaud, hein. C'est en mode plus de découvertes, vous vous démerdez maintenant. Bah, les gens c'est ça où ils crèvent de faim, comment ils font s'ils ont plus de découvertes? On va vous faire payer les découvertes. Hein. C'est pas comme si les profits et les dividendes de la Société Générale et de BNP Paribas étaient en baisse, quoi. Enfin, genre ça va. Ça rime à quoi cette histoire? J'avoue, j'ai suivi de loin, mais c'est pathétique, quoi. C'est vraiment moi genre, ah non, là, les banques, c'est chaud. Hein. Ah là, la Société Générale n'a plus d'argent. Hein. Ah non, les découvertes, ça va être compliqué. Non, mais ça va. Ils sont pétés de thunes. Les banques. Ils ont fait des dividendes records. BNP Paribas, je crois qu'il y a une année où c'était l'entreprise française du CAC 40 qui avait fait le plus de bénéfices. Et c'est déjà payant, les découvertes en plus, tout à fait. Enfin, genre, c'est n'importe. Cette histoire, c'est vraiment nous prendre pour des maxi demeurés, quoi. Vraiment nous prendre pour des cons. Hein. Vraiment nous prendre pour des abrutis. Ça devrait directement, tout le monde se lève et révolution directe, hein, normalement. Hein. Bref. Ok, pourquoi ce texte est inacceptable, selon vous? Et Mélenchon de répondre. Macron a détourné Non, je vais pas le faire avec la voix de Mélenchon. Macron a détourné une directive européenne pour assimiler les découvertes bancaires à des crédits à la consommation. Non mais pitié. Cela n'a rien à voir. 11 millions de Français seront pris à la gorge chaque mois. Clémence Guettet lance une pétition officielle sur le site de l'Assemblée pour obtenir l'abrogation. Le système redoute une nouvelle crise des subprimes. La dette privée est plus importante et dangereuse que la dette publique. La dette privée, c'est la dette contractée par les banques, quoi. On a un taux d'intérêt à rembourser à sa banque, etc. etc. Le risque d'effondrement revient, comme en 2008. 2008, donc souvenez-vous, c'est la fameuse crise financière, la crise des subprimes, qui après a influencé toute la zone euro et a créé une crise économique
dans la zone euro, avec notamment la Grèce qui s'est fait matraquer par la Troïka, par l'Union européenne. C'était d'une violence extrême économiquement, en particulier pour les Grecs. Et ça a aussi été ce moment 2008 où il y a une grosse crise du capitalisme financiarisé. Là, on sortait de 10-15 ans de capitalisme heureux, sur le papier en tout cas. Oh, l'URSS n'existe plus. Le capitalisme a gagné, c'est la fin de l'histoire. Vive le capitalisme. Et bim, la crise des subprimes 2008. Bon, ça a mis un peu les choses en question, en réalité. Voilà. Et donc, selon Mélenchon, le risque d'effondrement revient, comme en 2008. La crise était partie du divorce d'un Américain qui ne pouvait plus payer la traite de sa maison. La traite ? Aujourd'hui, entre les crypto-monnaies, les bulles financières sur l'IA, l'explosion des cours boursiers sans aucun rapport avec l'activité réelle et la titrisation des dettes des entreprises, nous dirigeons vers une explosion pire que celle de 2008. Alors ça, faudrait que je me renseigne un peu là-dessus. J'ai pas forcément les datas, mais oui, hein, il y a des choses qui puent un peu, il y a des choses qui font un peu peur. Ok. Et donc ? Oui ? Ok, bon, d'accord. Allez, question suivante. À 17 000 km de Paris, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, une autre mobilisation se réveille pour contrer les nouvelles tentatives de passage en force sur ce dossier. Un nouveau soulèvement est-il possible ? Demande Mediapart à Jean-Luc Mélenchon. Salut AZ Techno, ça va ? L'impression de mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, dans le panier du capitalisme financiarisé. Et ouais, hein, ça fait un peu flipper du coup. Ça fait un peu flipper. Ok, donc question. Un nouveau soulèvement est-il possible en Kanaki, Nouvelle-Calédonie par rapport au fait que qu'il y ait des tentatives de passage en force sur ce dossier. Donc là, pareil, vous pouvez aller voir la VOD de l'Humanité, où moi et mon collègue Anthony Cortés, alors c'est plus lui qui connaissait le dossier, on a parlé de ça. La VOD s'appelle genre Manuel Valls règle ses comptes avec la Macronie. On parle un petit peu de ça là-dedans, mais il y avait un truc où le dossier avançait un tout petit peu. Manuel Valls, même s'il pue la merde, il avait un peu fait son travail, au sens où il avait remis les différents acteurs du dossier autour de la table pour voir comment ça allait se passer pour le dégel du collège électoral, l'organisation du prochain référendum. Il avait réussi à remettre un petit peu tout, enfin c'est pas lui tout seul, mais en tout cas force est de constater que les différents acteurs de la situation s'étaient remis un peu à la table des négociations, et le FLNKS, qui est le parti indépendantiste de là-bas, qui n'était pas à la table des négociations à proprement parler, était en mode genre ok, on valide quand même le fait que les discussions aient repris, voilà. Les discussions ont repris, ils étaient en mode c'est bien, nous on n'est pas dedans, mais c'est bien que les discussions aient reprises. Donc il avait l'air d'avoir un petit peu de mieux dans ce fameux processus de décolonisation, avec des plein de trucs techniques à régler sur le gel du collège électoral, quand est-ce qu'on fait le référendum, le dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, Kanaki Nouvelle-Calédonie, avait été fait en plein Covid, boycotté par les indépendantistes. C'est un sujet assez compliqué. Ça avait commencé à avoir un peu repris après tout le soulèvement de l'année dernière, où d'ailleurs le ministre des Outre-mer, c'était Sébastien Lecornu, actuellement Premier ministre. Et en fait, le fait que, alors même si Manuel Valls c'est absolument détestable, le fait qu'il jette Manuel Valls pour mettre Naïma Mouchou aux Outre-mer à la place, ça en gros, là où il y avait un petit peu de mieux et où les discussions reprenaient, en fait ça a tout cassé directement. Parmi les loyalistes les plus forcenés, donc ceux qui sont contre l'indépendance de la Kanaki Nouvelle-Guinée et qui sont des espèces de gros droitards, ils ont salué l'arrivée de Naïma Mouchou, etc., etc. Donc c'est la merde. Sur ce dossier, c'est la merde. Et étant donné que la situation est bloquée et que tout ce qui se passe en métropole par rapport à la politique politicienne, ils enlèvent Manuel Valls pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre parce que Manuel Valls il convenait pas à machin bidule et que du coup c'est LR s'est barré, des vieilles histoires de popole absolument imbitables. Et bah pour cette raison-là, comme souvent, et bah les populations d'outre-mer sont des dommages collatéraux en fait, auxquels on ne réfléchit même pas quoi. Et c'est un peu ce qui se passe en Kanaki Nouvelle-Calédonie, où du coup voilà, le spectre d'un nouveau soulèvement est en train de planer à nouveau un petit peu, parce que, c'est compliqué là. Ça avance pas cette histoire, et là ça a commencé à avancer un peu mieux, et comme au final, voilà, Sébastien Lecornu a démissionné pour faire un nouveau gouvernement de Lecornu 2 et tout. J'ai dit Nouvelle-Guinée ? Ah pardon, j'ai dit Nouvelle-Guinée au lieu de Nouvelle-Calédonie, excusez-moi. J'ai dit Kanaki Nouvelle-Guinée ? Ah non, pardon. Kanaki Nouvelle-Calédonie, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Enfin bref, voilà. En gros, c'est... Voilà. C'est un peu la merde là-bas, et c'est possible qu'il y ait un nouveau soulèvement par rapport au fait que personne en métropole n'a rien à foutre de cette histoire de processus de décolonisation enclenché il y a bien longtemps, de régler un peu tous les détails pour qu'il y ait un nouveau référendum auquel les indépendantistes acceptent de prendre part, etc., etc. Bref, ok. Alors, un nouveau soulèvement est-il possible ? Mélenchon répond, c'est presque une certitude, effectivement. Les conditions économiques, culturelles et sociales sont pires qu'en 2024. Oui, là il y a eu un truc genre en mode baisse de 15%. Il y a une récession là-bas ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est une baisse de quoi exactement, mais il y a des trucs en mode moins. T'as des indicateurs économiques, ça a été moins 15% sur l'année 2025. Hein. C'est très très chaud. Hein. Face à des personnes qui n'ont plus aucune perspective, aucun espoir, autour de qui tout est détruit, l'État français répond on ne le reconstruira pas tant que vous ne vous tenez pas tranquille. C'est la vieille logique coloniale, tout à fait. La paix d'abord et ensuite nous verrons pour les droits. Ça n'a jamais marché.
Le peuple français a reconnu qu'en Nouvelle-Calédonie, un peuple colonisait l'autre. Alors aucune solution n'est possible sans l'accord des Kanaks. Si le FLNKS, c'est le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS c'est l'organisation principale d'indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, si le FLNKS vous dit non, alors c'est non. Ce n'est pas aux Kanaks de justifier pourquoi ils ne sont pas d'accord. Donc il faut trouver autre chose, mais pas repousser de force les élections. Concrètement, ça veut dire qu'il faut discuter sans trêve ni pause tout le temps. Et c'est un peu ce que je disais. Dans tous les cas, avec la démission de Sébastien Lecornu et le fait que Manuel Valls a été jarté pour mettre Naïma Moutchou à la place, quoi qu'on pense de Manuel Valls, et Manuel Valls n'était pas incroyable dans la situation. Mais en tout cas, sous Manuel Valls, c'est pas grâce à Manuel Valls, mais sous Manuel Valls, les discussions avaient repris. Le but, c'est de discuter sans trêve ni pause tout le temps. Là, on pouvait dire que les discussions avaient repris et que là, les discussions se sont réarrêtées depuis que Naïma Moutchou est arrivée. Elle s'en bat les couilles, elle est en mode mais cassez-vous, nous on veut pas de l'indépendance. C'est une grosse droitarde par rapport à ça, appuyée par les loyalistes les plus zélés et notamment une des députées de Nouvelle-Calédonie qui est une immense loyaliste droitarde horrible, quoi. Voilà. Manuel Valls, ce n'est pas ma tasse de thé, mais il connaît le dossier. Bah voilà, même Mélenchon dit la même chose que moi. Voilà, on va laisser Mélenchon le dire. Manuel Valls, ce n'est pas ma tasse de thé, mais il connaît le dossier. C'est un rocardien. Il a été aussi loin qu'il pouvait et il a convaincu les indépendantistes de l'indépendance association. Du point de vue des Kanaks, c'est un signal fort. L'éjection de Valls du gouvernement dit que Macron va de nouveau passer en force. Voilà, exactement. Donc c'est un peu contre-intuitif parce que du coup, dans le dossier Kanak, Manuel Valls, c'était pas le pire. Loin de là, il avait fait un peu avancer les choses. Par rapport à son prédécesseur Sébastien Lecornu et sa successrice Naïma Moutchou, c'était officiellement mieux. Pour de vrai. Et Mélenchon ne dit pas le contraire. Voilà. Mais parce que c'est un rocardien. Et là, on voit les racines socialistes de Jean-Luc Mélenchon aussi. Là, genre, bon, voilà. Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon ont évolué, étaient rivaux au sein du Parti Socialiste pendant 20 ans. Hein. Ils se connaissent très très bien. Voilà. D'un point de vue des Kanaks, c'est un signal fort. L'éjection de Valls du gouvernement dit que Macron va de nouveau passer en force. Tout à fait. C'est lui le grand coupable de tout ce gâchis. Et c'est lui qui continue la même méthode, assisté de Sébastien Lecornu. Merci Cacrinolas87 pour tes 6 mois d'avance. 6 mois d'avance, putain. Merci beaucoup pour tes 6 mois d'avance. Trop bien. Et c'est lui qui continue avec la même méthode, assisté de Sébastien Lecornu, qui partage sa brutalité. On parle de Macron. N'est-ce pas Macron qui avait envoyé le raid en Guadeloupe au moment des révoltes de 2021 ? Les chefs macronistes sont des violents, de plus en plus isolés. Ils montrent, dans les situations difficiles, un sentiment de toute puissance très puéril. Effectivement. Donc là, on en est à ce point-là. Hein. On en est en mode genre... Manuel Valls. Macron et ses sbires comme Lecornu, on en a tellement rien à foutre des Kanaks, rien à foutre de la Nouvelle-Calédonie, rien à foutre des départements d'outre-mer, que dalle, qu'on en est à se dire putain, rendez-nous Valls, quoi. Vraiment, hein. Vraiment, c'est ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Genre, c'est grave. Hein. C'est grave. Allez, dernière question. Justement, puisque là, c'est en mode la toute-puissance de Macron, la puérilité de ses sbires, etc., etc. Dernière question de Mediapart, ce qui repose la question du régime de la Ve République. Encore une petite passe décisive à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il puisse dire bien sûr, vive la 6e, nous c'est dans notre programme. Elle est bien l'interview, franchement. Franchement, si vous êtes mélenchoniste, l'interview, objectivement, elle est bien. Bien sûr, cette crise est inéluctable. Emmanuel Macron, avec une désinvolture active, met le feu à tous les endroits délicats dont la plupart des hommes d'État veulent éviter qu'ils s'embrasent en même temps. Putain, elle est bien dite cette phrase, quel poète. Emmanuel Macron, avec une désinvolture active, met le feu à tous les endroits délicats dont la plupart des hommes d'État veulent éviter qu'ils s'embrasent en même temps. Je vous traduis pour un peu les gens qui n'ont pas bien compris la phrase, elle est un peu verbeuse. Manuel Macron, franchement, il se fout de la gueule du monde, il fout tellement la merde, c'est vraiment son petit jeu, c'est de nous chier à la gueule tout le temps, ce bâtard. Ça va mal finir, voilà ce qu'il vient de dire en gros. Nous allons avoir une crise nationale, à partir de la Kanaki, de la Corse et des Caraïbes. Avec ça, une crise sociale et sanitaire, avec la dévastation de la sécurité sociale, et une crise économique, vu l'état dans lequel Macron a mis le pays. Tout cela fusionne en un processus unique dans lequel des masses de gens deviennent dégagistes, faute de confiance envers toute autorité. C'est une course de vitesse pour nous face au Rassemblement national. Mais je suis optimiste, car même les dominants du pays comprennent que tout ça va trop loin. Et que ce n'est pas la France insoumise qui est responsable de, je cite, la bordélisation. Au contraire, on a dit que j'étais l'ingénieur du chaos, juste parce que nous appliquons une stratégie qui se traduit par des victoires électorales et parlementaires. C'est Macron, le chaos. Qui d'autre en Europe a refusé de reconnaître le résultat d'élections législatives ? C'est quand même ce qui s'est passé l'année dernière avec le législatif 2024. C'est lui, en plus, il dissout l'Assemblée nationale en mode genre, la gauche va être désunie, du coup il n'y aura plus de gauche. Alors certes, je vais faire monter le RN à fond, mais derrière, je peux peut-être gratter une majorité absolue, et c'est moi contre le RN, la gauche est mise en jeu. C'est littéralement ce qu'il a voulu faire, Macron. C'est ce qu'il a voulu faire. C'est mon analyse, mais c'est pas que mon analyse. Voilà, j'en ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps, il avait à peu près la même analyse. Bref, peu importe, j'arrête de parler de ça. Il est en mode genre, oh non ! Macron, il était en mode... Attendez, zut. Ah, merde, bougez pas. Donc Macron, il a fait ça. Le but, c'était de mettre la gauche hors jeu
et de se positionner avec l'extrême droite comme un meilleur. Ah mais non, du coup j'ai redémarré mon PC, je peux pas. Voilà, Macron il a voulu faire ça. Et du coup, la gauche s'est unie, c'était pas le résultat qu'il pensait. Au final, il a été fragilisé, il avait une majorité encore moins absolue, encore plus relative, et c'était même pas une majorité, il arrivait deuxième. Et il s'est dit, tant pis, je respecte pas le résultat des élections. Enfin, genre, la dinguerie que c'est, en fait. La dinguerie que c'est. Là, à force de trucs, machin, de détails techniques, il faut faire passer un budget, etc., on en oublie ce péché originel d'Emmanuel Macron, il n'a pas respecté le résultat des urnes. D'où il est encore au pouvoir, ce zinzin, ce dictateur en puissance. Voilà. Donc c'est bien de le rappeler, effectivement. Je veux dire, à côté de ça, LFI, ils n'ont pas fait grand-chose en termes de bordélisation et de chaos. Effectivement, c'est bien vrai. Ok. Donc c'est une course de vitesse pour nous face au RN, mais je suis optimiste, car même les dominants du pays comprennent que tout ça va trop loin, et que ce n'est pas la France insoumise qui est responsable de la bordélisation, au contraire. Mais je l'ai déjà lu ça. Voilà. Qui d'autre en Europe a refusé de reconnaître le résultat d'élections législatives? Nous sommes la solution au chaos, en demandant son départ et avec notre offre de 6ème République. Même à droite, il y a des gens raisonnables qui en parlent. Il y a ceux pour qui il ne faut pas toucher au président de la République, et donc aux institutions. Mais justement, pour la stabilité de la démocratie, il faut vite mettre cet homme hors d'état de nuire, car il va tout détruire dans la pagaille. Tout le monde voit qu'il fait n'importe quoi au service des ultra-riches. Mieux vaudrait que le changement de République se fasse dans la paix civile et par un processus démocratique. Sans ça, ça s'appelle la révolution, sous-entendu. Qu'est-ce que c'est des menaces à demi-mot, monsieur Mélenchon? Mieux vaudrait que le changement de République se fasse dans la paix civile et par un processus démocratique. Sinon, on va venir le chercher. C'est un peu ça le sous-entendu, non? Je sais pas. C'est là qu'on voit que c'est pas vraiment révolutionnaire, Mélenchon. Non, genre, moi, je préférais que ça se fasse dans la paix civile et par un processus démocratique. Ok, donc une révolution, là, toi, tu préférais que ça se fasse dans la paix civile et par un processus démocratique. Contre-révolutionnaire, va. Non, je plaisante, bien sûr. Voilà. Ok, intéressant. Boîte noire, cet entretien a été réalisé jeudi 30 octobre au siège de LFI. Jean-Luc Mélenchon l'a relu et amendé sur la forme. La question sur la taxe Zuckman a été ajoutée après son rejet par l'Assemblée nationale, vendredi. Bon, très bien. Elle était bien cette interview. Vous en pensez quoi? Là, franchement, voilà. Mélenchon a pu dire ce qu'il avait à dire. Jean-Luc Mélenchon. Lui. C'était pas à charge. Hein. Juste comparer à l'interview d'Olivier Faure. C'était moins à charge cette fois-ci. Hein. Voilà. C'est louche? Mais non, c'est pas louche. Pourquoi c'est louche? Vous savez pourquoi c'est louche? Car Mediapart roule maintenant pour Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, faut que j'aille voir les commentaires, c'est vrai. On en avait parlé. On va juste aller voir les commentaires directement sur Mediapart. Il m'avait conseillé ça, Onibac. Non, elle était bien l'interview. 15 jours après Faure! Ça va? C'est dire quoi ça? On s'en bat les couilles, non? Et vous pensez que s'exprimer 15 jours après Faure est un handicap? Au contraire, chaque jour qui passe discrédite Faure un peu plus. Et Mélenchon arrive à point. Il était temps, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. La différence entre un vendeur de soupe et un réveilleur politique. Partant d'une analyse de la situation, il propose. À nous de disposer. Tout à fait. Ce commentaire a été dépublié par son auteur. Très bonne interview, c'est vrai. Très bonne interview. Quoi d'autre? Il était temps, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Un entretien de Dieu et nous voilà donc sauvés. La parole divine, c'est tout de même quelque chose. Oh là, c'est des embrouilles entre des gens. C'est pareil, hein, c'est toujours les mêmes embrouilles partout dans toutes les sections commentaires. Hein. Il y a beaucoup de commentaires dépubliés en tout cas. C'est quoi tous ces commentaires dépubliés? Impeccable et implacable. Le programme, tout le programme, rien que le programme. Avec Monsieur Bompard et Madame Panot, l'AFI est la seule formation politique à pouvoir présenter des vrais présidentiables. Ok. Bon, les commentaires sont plutôt normaux. Hein. Merci pour cette interview. Belle interview. LFI est un riche mouvement. Ok. Bon, les gens aiment bien Mélenchon en commentaire. Comme quoi, il y a une partie du lectorat de Mediapart qui aime bien Jean-Luc Mélenchon. Hein. Ok. En même temps, c'est Mediapart. Comment ça? Tu veux dire que c'est bien Mediapart? Ouais, c'est bien Mediapart, je trouve ça pas mal. Bon, il y a des trucs à reprocher, évidemment. Hein. Qui met des balises de couleur dans les commentaires Mediapart? Je ne connais pas. Ça va pas trop dire. Ok. Bon, en conclusion, je dirais quoi? Oui, c'est un journal de gauche, oui, voilà, c'est ça. C'est la partie du lectorat de Mediapart qui n'est pas sur Twitter. Tout à fait. En conclusion, je dirais pour ceux qui regardent la VOD, déjà abonnez-vous. Ce serait sympa de vous abonner un petit coup à la chaîne. Partagez là. Il y en a plein qui sont fans de Jean-Luc Mélenchon, ils sont pas abonnés à Mediapart.
Donc partagez-moi la vidéo à vos potes en disant regardez, l'interview de Mélenchon dans Mediapart, elle est très bien. Ce jeune streamer est très sympa. On a fait une chouette lecture. Il augmente de ses propres analyses. Regarde, voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et en attendant, l'interview était très bien. Donc je pense que maintenant on peut dire, vu qu'il y a eu une interview très bien, on peut se baser sur cette interview pour dire putain, Mediapart roule pour Jean-Luc Mélenchon. Maintenant pour eux, c'est tout sauf le PS. Voilà. Je plaisante bien sûr.